Bienvenue à tous pour un nouvel épisode de Time for Human. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sébastien qui est chez moi à domicile. Donc, je te laisse te présenter. Toi qui as déjà fait beaucoup de choses avec ton podcast. Ouais, bah écoute, merci beaucoup de m'accueillir sur ton podcast, chez toi. Et Avec voilà, plaisir. c'est avec plaisir que je me suis déplacé jusqu'à toi. C'est toujours sympa en fait de faire du présentiel. Comme je te disais, j'ai fait beaucoup d'interviews. J'en ai fait pas mal en distanciel parce que la nécessité voulait que c'était plus simple pour les invités, tout ça. Mais bon, en fait, quand on me propose de le faire en présentiel, c'est tellement plus riche de rencontrer les gens. Et puis on peut capter, comme tu dis, on peut capter leur L'énergie. énergie, tout ça. Et c'est important, quoi. Et puis voilà. Et puis c'est quand même plus sympa de se parler en se regardant dans les yeux. À fond. Je suis comme Ouais, toi. On est ouais, alignés à 100%. Je te l'ai dit en off juste avant. c'est vrai. J'adore. Du coup, qu'est-ce Voilà. que tu peux me dire un peu sur ton parcours, même si je pense que certains de nos auditeurs te connaîtront déjà par toutes les interviews que tu as pu faire et qu'est-ce que tu fais dans tes activités sur LinkedIn, sur les réseaux et autres en dehors de Bon, alors ça. justement, je pense que les auditeurs ne me connaissent pas tant que ça parce que finalement, moi, on va dire, j'essaie de rester discret parce que c'est pas forcément ma personne qui m'importe, mais c'est de mettre en lumière les gens que j'interviewe. Et de pouvoir quand je dis les mettre en lumière, c'est aussi que tout le monde en fait puisse bénéficier de leur expertise, de la manière dont ils s'y prennent et pour en tout cas parler de leur mental et comment ils font pour se concentrer, se motiver, être performants, être résilients et ils ont tous des histoires de vie différentes. Parfois il y a eu des difficultés, de la résilience, mais ce que je garde en fait de la centaine d'interviews que j'ai pu faire, c'est que systématiquement il y a du travail, Bien sûr. il y a une vision dans vers où on veut aller, avec un objectif ultime, et il y a de la résilience, et à aucun moment on s'arrête. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des chutes, mais on se relève, on apprend des chutes, et en fait beaucoup de résilience, et il y a de la persévérance vers l'objectif, et voilà, en fait, c'est toujours le même. Enfin, j'ai beau prendre le truc Ouais. dans tous les sens, mais c'est systématiquement la même recette, quoi. Essai, erreur, échec, on se relève, on recommence. Et on apprend de ses Exactement, erreurs c'est pour être plus exactement performant, ça. etc. Et après, ce qui est intéressant, c'est que chacun a un parcours unique. Mhm. Le mental de chacun, il est unique. La cartographie du monde de chacun est unique. Et ce que j'adore, en fait, c'est ce qui me fasse rentrer dans leur univers. Ouais. Et quelque part, en rentrant dans leur univers, moi-même, je me déplastifie, finalement. Ouais. Parce que j'accède à une partie d'eux-mêmes et ça me fait réfléchir aussi, tu vois, parce que c'est important aussi de réfléchir à notre propre cartographie du monde Comme ça. et ça permet de s'ouvrir aussi et de peut-être se modéliser différemment. Donc chaque interview, comme c'est moi-même qui monte mes podcasts, Mhm. souvent je les réécoute une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, parce que du coup, j'aime bien que c'est bien fait. Je suis un peu perfectionniste sur les bords, bon, voilà, même si c'est pas toujours parfait, parce que j'ai C'est beaucoup. jamais parfait même. Ouais, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé sur moi, parce que c'est vraiment ça peut être une qualité, mais ça peut être aussi un défaut quand c'est trop extrême. Et du coup, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus, parce qu'à un moment donné, c'était vraiment un défaut, quoi. Donc toi, ton moteur, si je comprends bien, ça a vraiment été d'aller chercher à l'intérieur des gens qui vont vraiment très loin, que ça peut être dans le sport, dans les expériences de vie ou autre, ce qui permet d'atteindre la résilience. Et toi, comment est-ce que tu t'es intéressé à la préparation mentale de base? C'est quoi ton parcours pour en être arrivé là? Bah écoute, moi, du coup, je suis de Côte d'Azur à la base. Ok. J'ai grandi en Côte d'Azur, donc à Saint-Cyr-sur-Mer, les Lecs. Et, voilà, donc c'est un petit village de Gaulois Mhm. de Côte d'Azur. Enfin voilà, tu vois, tout le monde se connaît. Enfin voilà, ça n'a rien à voir avec l'Île-de-France, quoi, tu vois. Ouais. C'est un petit patch là. Et tout le monde se connaît. Le bonheur, quoi. Oh, ouais, il y a la mer. Enfin, voilà, j'en parle, là, j'ai les yeux qui brillent. Et donc du coup, j'ai fait beaucoup de sport quand j'étais plus jeune. Du coup, ce que je disais dans un autre podcast, c'est que ma mère était militaire. Et du coup, forcément, une époque où il n'y avait pas autant d'écran, tu vois. Ouais. Les téléphones, tout ça, enfin, il n'y avait pas tout ça. On avait la télé, tu vois, mais il n'y avait pas autant de chaînes. Enfin, c'était différent. Mais du coup, moi, j'étais plus dans une dynamique, tu rentres dans l'école, tu fais des devoirs, et puis derrière, bing, tu vas faire du sport, quoi. Tu faisais quoi comme sport? Alors, j'en ai fait beaucoup. En fait, j'ai fait essentiellement du football, Ok. du volleyball. J'ai pratiqué un peu le judo, mais c'est pas une activité qui m'a emballé plus que ça. Un peu de taekwondo.
Mais t'as touché à beaucoup de sports Ouais, différents. j'essaie de Sport co, sport individuel. Ouais, j'ai fait des sports Ah, co, surtout au collège, au lycée, tu vois, ouais, tu fais un peu de hand, tu fais un peu de basket, ça aussi. Mais après, voilà, les sports co, j'ai plutôt accroché au foot. ok. Sport un peu en Provence, tout ça, et à Marseille, il y avait le Sporting Club de Toulon qui jouait bien à cette époque-là, qui était encore en Ligue 1. Et, et du coup, bah voilà, C'est ce qui a commencé à forger ton mental, un peu tout ça. Oui, alors À la plus base. pas forcément les sports co, parce que dans le sport co, bah, enfin, t'as un coach, mais t'es pas tout seul, quoi, tu vois. Donc, mais plus les sports individuels. Donc, en fait, quand j'ai commencé à jouer au tennis, c'est là où, en fait, j'ai commencé. Ah ouais! Moi, j'ai fait 15 ans de tennis aussi. Bah, quand j'ai commencé à toucher au tennis, bah, c'est là, en fait, où j'ai touché du doigt, en fait, toute la dimension mentale de sport, mon Mhm. perfectionnisme, mon. Comment dire, l'insupportabilité de faire un mauvais choix, un mauvais coup. Mhm. Tu vois, À chaque instant, se j'avais, remettre en c'est question. ça, j'avais envie, dès le départ, j'avais envie de briller, j'avais envie de faire bien, de faire le coup gagnant et tout, mais en fait, ce sport-là, en fait, ça t'apprend à être patient, Et être humble aussi. ça À chaque coup de t'apprend, raquette, tu peux rater, ouais. ouais, tu peux rater, tu as un adversaire en face qui te peut proposer des choses que tu n'aimes pas, c'est-à-dire que tu es obligé de composer avec une stratégie, donc tu es obligé de t'adapter à l'autre, tu es obligé de t'adapter à l'environnement aussi, Mhm. tu es obligé de t'adapter toi à ta forme du jour. Alors, enfin, en fait, tu es obligé de t'adapter tout le temps. T'étais le genre de joueur à casser des raquettes ou à faire casser des raquettes à ton adversaire? Bah écoute, avec le temps, au départ, plus moi qui avais envie de la casser, la raquette, au départ, mais finalement, avec le temps et l'expérience et le fait de Mhm. travailler sur moi, bah finalement, j'ai inversé un peu Tu vas inverser la tendance. Ouais, j'ai inversé C'est hyper j'ai intéressant. inversé la tendance sur ça, en fait. Ouais. Mais c'est un sport que je conseille vivement, parce que ça demande un travail sur soi. Ouais. Incroyable. C'est un sport exigeant. Moi, je pense que j'ai commencé le tennis, j'avais 3 ans. Et Ah, t'as commencé tôt. j'en ai fait pendant 10 ans en compétition. En tout, j'en ai fait pendant 15 ans. Et mon père, il m'y a mis tout petit. Et j'ai toujours aimé ce sport parce que c'est vraiment toi contre toi-même avant d'être toi contre l'adversaire. C'est vraiment toi dans ta tête, à chaque coup, être calme et recommencer. Et moi, j'en ai fait casser beaucoup des raquettes. À commencer par mon meilleur ami, Sébastien, si t'écoutes le podcast un jour. Et j'ai même eu le prix du fair play une fois, quand j'étais tout petit. Et je me suis toujours dit, le mental, ça fait tout en fait. Depuis tout petit. Parce que j'ai compris grâce au tennis qu'en fait, si tu arrives à gérer tes émotions en état d'extrême stress physique, tu cours, t'es au bout de ta vie, et pourtant tu arrives à souffler, garder ton calme, garder ton focus, tu seras bien dans tout en fait ce que tu fais. Ça m'a servi énormément dans le travail, ça m'a servi énormément dans mes voyages, ça m'a servi pour beaucoup de choses. Et je pense que les sportifs de haut niveau qui font du tennis à haut niveau ou n'importe quel sport, après moi j'ai fait de l'escalade, sport individuel aussi pendant longtemps, bah, ça forge vraiment le mental. Je sais pas si toi tu peux confirmer, mais de tous les gens que j'ai rencontrés, les plus solides mentalement, c'était souvent des gens qui avaient fait des longs moments de sport individuel et qui ils savaient en fait de quoi ils étaient capables et ils repoussaient toujours les limites. Et toujours en étant zen, calme et en ne pas se laissant submerger par les émotions, les aléas, etc. Bah, je te confirme. Parce que du coup, bon voilà, donc après, bah, j'ai beaucoup entraîné. Donc, le fait d'entraîner, ça permet aussi comment dire, d'éveiller aussi différents profils de joueurs ou de joueuses avec des tempéraments différents pour les amener aussi dans cette quête de la performance, hein, parce que Mhm. on est dans une quête de performance et de résultat. Après, moi, j'ai très vite associé du coup au bien-être aussi, puisque je connais pas d'athlètes qui sont pas bien dans leur tête, qui sont en capacité de performer. Donc, ça, c'est important de ne pas l'oublier, Ouais, d'être bien sur super le important. basket pour pouvoir voilà, être heureux sur un terrain, heureux, enfin, quel que soit le sport, tu vois. Mhm. Mais oui, c'est un sport c'est une école de la vie en fait, j'ai envie de dire. Et évidemment, bah, tu t'en sers après tout le temps en fait. Puisque dans la vie, tu es obligé de t'adapter en fait. Si tu Mhm. n'as pas cette capacité d'adaptabilité par rapport au monde en tout cas qui t'entoure et par rapport on va dire, un monde qui est en perpétuel mouvement et évolution, bah, finalement, tu meurs en fait. Donc, Ouais. et je pense que ce sport, il t'aide à te dépasser et puis il t'aide à avoir un peu cette prise de conscience, euh, observer ton environnement, observer les gens qui sont avec toi, ce qui se passe. En fait, moi j'ai développé un côté Très observateur. observateur.
Ouais, l'observation, et puis en plus quand t'es entraîneur, tu observes le détail. On est dans un sport biomécanique qui est très technique. Service, tout. Et très souvent, toi, les gens, ils viennent, ils ont un problème, ils veulent rectifier, ils te disent, ah, mon coup droit, mon machin, ça va pas. Mais finalement, très souvent, C'est le pied ou c'est le placement. Ouais. en fait, ça n'a rien à voir avec la fin du mouvement. Ça part, tu vois, Ouais. en tout cas, il y a une rythmicité, une chronologie du mouvement qui fait qu'il faut revenir en arrière un petit peu pour aller chercher de manière un Je peu plus comprends profonde complètement ce que tu veux dire. d'où vient le problème. Et c'est toujours, voilà, j'ai toujours été passionné par ça, tu vois, l'art un peu du détail. Et ouais, du coup, je travaille beaucoup avec l'analyse vidéo, avec Dartfish, et même sur des, comment dire, des publics amateurs, tu vois. Et C'est du coup, cool. ils étaient super contents parce que finalement, Mm. se voir, Bah ouais, service, tu vois comment tac, l'avant-bras. ouais, voilà, et puis du coup, tu peux faire plein de choses. C'est-à-dire, tu peux utiliser la visualisation mentale, l'imagerie mentale pour pouvoir Mm. corriger un geste technique, mais tu peux l'utiliser aussi pour travailler l'apprentissage. En fait, tu peux apprendre par l'imagerie. Donc, il y a plein d'études qui... Mentalement, tu veux dire? Ouais, ouais, tu peux, par le fait de répéter par Parce que le l'imagerie. cerveau fait pas la différence. C'est Ouais, ça. c'est ça, oui, ça a été prouvé scientifiquement. En fait, avec des capteurs et tout, ils se sont rendus compte que finalement, par le biais de l'imagerie, en fait, tu t'envoies enfin, en tout cas, t'envoies des stimuli à tes muscles et en fait, La mémoire des muscles après, ouais, il le garde. ouais, Comme si tu faisais des vrais coups droits, mais si tu faisais des coups droits dans ta tête, ouais, c'est ça. c'est dingue ça. Et du coup, l'association des deux, Hmm. en fait, si tu t'entraînes et en plus tu fais de l'imagerie, ben, finalement, tu progresses beaucoup plus vite. Ouais. Donc ça, c'est intéressant. Du coup, tu peux l'associer dans tout. Hmm. C'est-à-dire, Tu peux visualiser tout en fait. ouais, tu peux le faire dans plein de choses. D'ailleurs, il y avait une athlète olympique, alors je sais plus son nom, mais qui avait été blessée pendant une longue période et juste avant elle avait pu s'entraîner avant ses jeux. Ouais. Et donc c'était tu sais, en fait, il y a le planche, et tu fais Ouais. des figures, ou, enfin voilà, Des vrilles, etc. ouais, je ne connais pas cette discipline, je me souviens pas. En tout cas, j'avais lu son histoire de vie et j'avais été vraiment bluffé parce qu'elle n'a pas pu s'entraîner. Mais elle a fait que de l'imagerie mentale et de la visualisation. Et en fait, elle était championne olympique. C'est une forme d'entraînement, hein. Et... Clairement. Ouais, c'est ça. Après, elle était douée, elle était forte. Ouais. Mais du coup, elle a utilisé en tout cas ce mécanisme d'entraînement. Et elle a réussi son pari, elle a été championne olympique, tu vois. Formidable. Donc, il faudrait que je retrouve les références, mais... Ouais, c'est incroyable. Ouais, ça te fait percuter, tu vois. Ça te dit, Ouais. il y a des choses à creuser, quoi. Je pense qu'à l'époque, tu vois, quand j'étais gosse, j'avais un entraîneur qui nous filmait et qui nous montrait les services, les coups droits, machin. Et il nous montrait les petites erreurs de positionnement, de comment tu déplies ton bras, de à quelle vitesse ça va, d'accélération, je me rappelle pour le lift et tout. Et je comprenais pas à l'époque parce que j'étais très jeune. Mais maintenant, avec le recul, je me dis, mais en fait, c'est priceless. C'est du génie, en fait, ce qu'il faisait. Et après, le gars, il a entraîné carrément les jeunes minimes de l'équipe de France. Et après, il est allé à Roland-Garros, puis après, il est allé à l'international. Et en fait, je suis tombé sur un entraîneur qui était une pépite. Ah, passionné, Gwenaël, si un jour t'écoutes le podcast. Et je sais pas ce qu'il est devenu, mais je pense qu'il est encore dans les hautes sphères et qu'il entraîne les meilleurs joueurs du monde. Et c'était tellement riche en enseignement, parce qu'à chaque fois qu'il te montrait la vidéo, il te montrait des trucs sur toi, en fait. Et ça allait bien plus loin que simplement ton coup droit. C'était vraiment... Ah, ça m'étonne pas, hein. C'était fou. Ça m'étonne pas. Voilà. Moi, je l'ai mis un peu de côté, là, depuis 5-6 ans. Ok. J'ai pris un peu de recul, parce que j'avais envie de voir autre chose aussi, tu vois, j'avais envie d'être dans d'autres univers. J'adore le sport, hein, mais Lesquels? Deux univers? bah, Entrepreneuriat un peu plus? pas Non. forcément entrepreneuriat, mais après, j'aime bien comprendre. Pour moi, j'associe tout le temps l'entrepreneur à un athlète. Pour moi, c'est un athlète, parce qu'il faut qu'il ait une dimension mentale comme un athlète. Il faut qu'il est dans le travail, il faut qu'il répète, il faut qu'il s'accroche. Il a un peu le même objectif de résultat à la fin. Carrément. Donc moi, j'y vois que des similitudes. Voilà, la seule différence, c'est que voilà, c'est pas du sport, mais il travaille pour une autre quête, quoi, pour développer un autre produit qu'il affectionne, dans lequel il croit, tu vois. Donc ça, c'est Carrément. important. Et après, j'aime bien l'univers artistique aussi, les artistes. D'accord. Voilà, tout ce qui est la danse, les chanteurs. Tu vois, en fait, c'est un monde qui m'intrigue, en fait. Parce qu'ils sont, je sais pas, je les trouve lumineux. En fait. Tu vois, en fait, il y a une énergie, clairement. il y a une énergie qui m'attire et qui parfois, j'arrive pas à comprendre. Mais tu vois, on ressent l'énergie, La créativité. ouais, c'est ça. Qui s'exprime. Ouais, et la créativité. Tellement beau. Ouais, c'est ça. Mais par contre, il y a beaucoup de travail aussi. Tu vois, en fait, la créativité s'exprime
mais parce qu'il y a aussi eu énormément de travail avant. Donc ça aussi c'est intéressant de l'avoir, c'est-à-dire que on peut pas sans avoir des grandes bases enfin, tu vois, au départ, faire de la créativité. Je veux dire, si on prend par exemple le tennis Federer, bah, au départ il a appris à jouer au tennis comme tout le monde, donc il a acquis les bases, mais après c'est devenu un génie. C'est après que c'est devenu le maestro. Ouais, c'est ça, c'est devenu un génie parce qu'en fait sa créativité ou sa manière de jouer, ben voilà, il a eu toutes les bases qu'il fallait. Donc c'est ce qui est important aussi, ben voilà, tu vois, si on compare, le développement de l'estime de soi, le développement de la confiance va revenir aussi après à avoir ça, c'est-à-dire c'est cette confiance qui te Permet d'avoir un style aussi. ouais, qui te permet d'oser, d'avoir ton identité Ouais. et de créer ce que tu as envie de toi de créer en fait. C'est très personnel au final. Ouais. Parce que quand tu vois le revers à une main de Roger Federer, quand il l'ouvre là comme ça, tu te dis mais c'est de l'art. C'est un artiste pour moi, Roger Federer. C'est un danseur. C'est un danseur, ouais. Hein, quand tu fais un revers, j'ai l'impression qu'il danse. C'est magnifique. Ouais, c'est en fait, tu t'enlèves le terrain et que tu prends que les gestes, en fait, j'ai l'impression que c'est de la danse. Quoi. Ouais. Et quand tu prends les autres, quand tu prends Nadal, c'est un danseur, mais un peu plus bourru. Son revers, il est plus... C'est moins artistique, quoi. Ouais, c'est moins léger, c'est moins en délicatesse. Nadal, souvent, si je devais le comparer, j'ai l'impression d'avoir un lanceur du disque. On a fait de l'athlétisme, tu vois. C'est ça. Et bien costaud, hein, avec des grosses épaules et des gros biceps. C'est pas les mêmes... c'est pas les mêmes... Enfin, voilà, ils sont en fait... en tout cas, c'est des amoureux du tennis, hein, on voit, hein, pour durer aussi longtemps. Mais ouais, mais c'est ça en fait. Il y a plein de similitudes que tu peux faire à travers les différents univers ou les gens que tu rencontres. Et comme je te dis, c'est toujours les mêmes. Tu retrouves toujours les mêmes choses en fait. Il y a quand même des bonnes bases déjà en termes d'estime de soi, de confiance. Souvent, ça vient du cadre parental aussi, hein, tout ça. Ou alors, tu as eu la chance de tomber sur des très bons éducateurs sportifs parce que tu faisais du sport et ils t'ont fait, je sais pas, T'ont donné de l'amour et ouais, t'ont donné de l'amour, de l'attention, leur passion aussi. Bien sûr. Leur passion, ils ont pris soin de toi, ils se sont occupés de toi. Enfin voilà, il y a une dimension qui est assez. Ils t'ont fait grandir. Ouais. Il y a une dimension affective et une dimension portée de l'intérêt aussi, t'amener à progresser, tu vois. En fait, t'es un peu comme c'est des tuteurs, tu vois, ça permet à la plante de pousser droit, quoi. Littéralement, ouais. Si on prend une image, j'aime bien les images. Ouais, t'as raison, c'est très parlant. Ouais. Et du coup, ça c'est important aussi, tu vois, quand tu es dans une famille, si tu as des parents qui te servent de bon tuteur, bah, tu as de la chance de pousser de travers, quoi. Je suis d'accord. Et ça, c'est important. Je pense que c'est important. Tu travailles beaucoup sur l'estime de toi et la confiance en toi, pas pour ta personne, mais pour les gens que tu accompagnes ou... Alors, ça dépend. Il y en a qui ont besoin, il y en a qui n'ont pas forcément besoin. Ce qu'il faut retenir, en fait, dans l'accompagnement et notamment dans la dimension mentale, c'est que chacun vient avec ce qu'il est. Aujourd'hui, on voit trop de méthodes toutes faites, toutes prêtes. D'accord. Ou voilà, je vais lire un livre et ça va aller mieux, ou je vais appliquer cette méthode et ça va aller mieux. Mais en fait, moi, j'y crois pas du tout. Voilà, donc les choses sont dites. Moi non plus. Pour moi, c'est du. On est tous uniques de toute manière. C'est du bullshit, ouais, comme on dit. Fort. Moi, ce que je crois, c'est que quand quelqu'un vient, il vient avec son parcours, son identité, son histoire de vie. Ses bosses, ses chutes. Et ce qui est important dans un premier temps, c'est de l'écouter, tout simplement déjà, savoir qui il est. Et ensuite d'écouter les problématiques qu'il rencontre, parce que ça c'est important. Tu te t'écouter, et pour mieux le comprendre, essayer de croiser un petit peu tout ça. Et ensuite, bah, une fois que tu l'as écouté, une fois que tu comprends sa problématique, c'est de lui ouvrir un peu les yeux sur... parce que très souvent, ils sont focus sur la problématique. Ouais. Mais ils oublient ce qui orbite autour ouais, c'est ça. dans leur vie. En fait, ils oublient tout ce qui est positif à côté. Et très souvent, c'est la raison pour laquelle en fait, je fais souvent faire un test HOMSAT4. C'est un test scientifique qui permet de mesurer 12 habiletés mentales de base. D'accord. Et comment tu dis que ça s'appelle ? Le test HOMSAT4. Ok. C'est un test scientifique qui est beaucoup utilisé en tout cas dans le monde du sport. D'accord. Souvent, les athlètes de l'INSEP le passent aussi. Il est utilisé par la cellule psychologique de l'INSEP. Et ce qui est intéressant, c'est que ça vient mesurer 12 habiletés mentales, cognitives, sur le plan organisationnel, etc. Et ce qui est assez frappant, c'est que finalement, quand tu as fait ce test-là, il y a une prise de conscience de l'athlète ou de la personne. Parce que des fois, j'aime bien l'adapter. Tu vois, je le fais passer à des gens que je connais qui sont dans l'entrepreneuriat, par exemple. Ouais. Juste pour qu'ils se rendent compte, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est que du coup,
quand ils ont pris conscience de toutes les qualités mentales qu'ils ont avec un indice fort, finalement, la problématique sur laquelle ils étaient très focus prennent un peu de distance. Ouais, prendre de recul. Et La hauteur. donc, du coup, on peut travailler dessus, mais finalement, cette prise de conscience, ça les amène aussi à se dire, tiens, ouais, c'est vrai. Et du coup, ça permet d'avoir un éventail de qualités qui ressortent un peu comme ça. Et finalement, c'est un peu comme si c'était, c'est comme si, en fait, tu prends un iceberg, quand tu viens de te voir, en fait, ils voient que la partie immergée, mais ils voient pas toutes les qualités qu'ils ont dessous. Mais en fait, mon rôle, c'est un peu ça, mettre un peu de lumière sur ces qualités-là, les mettre en avant, et après, tu travailles dessus. Mais après, ce qui est bien, c'est de travailler dans la globalité. Tu as dit un truc super intéressant, je sais pas si tu en as eu conscience, mais tu as utilisé le mot conscience, tu as dit une prise de conscience. Pour toi, ça évoque quoi la conscience? C'est quelque chose que tu vas faire naturellement, en fait. Toi, je prends un verre d'eau, j'ai conscience que ma main, elle a pris le verre d'eau, il y a de l'eau dedans, et tu le fais en pleine conscience. Voilà. Et parfois, des fois, on fait des choses inconsciemment. Parce qu'on est peut-être dans un mode automatique aussi. Souvent, on est dans un mode automatique. Tu vois, souvent, on est en voiture, où tu conduis, tu es en mode automatique. Le clignotant, t'as tourné, tu sais même pas que t'as tourné, mais t'as tourné. C'est automatique. Ouais, c'est ça. Et pour autant, tu es capable de faire autre chose en même temps, tu vois. Donc, tu es entre les deux, quoi. Donc, il faut faire gaffe aux accidents. Je sais pas si tu connais la machine vibratoire, mais hier, j'étais chez un monsieur à Levallois, avec un monsieur qui s'appelle Tuan, qui est biohacker. Je sais pas si tu connais les biohackers. Il permet de passer d'un certain niveau d'onde cérébrale à un autre niveau. Okay. Tu dois très bien connaître les ondes cérébrales, vu que tu es préparateur mental. Et en fait, le but, c'était de me mettre en état θ. Okay. Donc, entre le conscient et l'inconscient. Et c'était vachement intéressant parce que moi, je m'intéresse beaucoup à ce sujet-là. Je fais beaucoup de méditation. Du coup, je suis beaucoup en onde alpha. Pour les auditeurs qui connaissent pas, en fait, c'est que faudrait que je mette un schéma. Mais il y a 5 ondes différentes, de la plus, la plus excitée jusqu'à la moins excitée, avec alpha au milieu. Et quand tu descends en onde, les ondes ralentissent, et on peut avoir beaucoup plus de clarté. Et la dernière onde, c'est le sommeil. Et le but, c'était que en allant à l'état θ, il voulait me faire sentir ce côté lâcher prise où t'es dans un état où t'es entre le conscient et l'inconscient, t'es aux portes du rêve en fait, mais éveillé. Et j'ai trouvé ça incroyable, c'était la première fois de ma vie que je le faisais. Parce que quand t'arrives dans cet état-là, c'est un peu comme si tu commences à t'endormir, mais t'es encore éveillé. Je sais pas si tu connais ce genre de choses ou pas. Alors, je suis pas un expert dans ce domaine-là. Par contre, ce que j'ai pu apprendre, c'est qu'il y a des choses qui sont hyper intéressantes. En fait, il y a différentes ondes que tu peux écouter, soit pour t'endormir, mais il y a aussi des choses qui ont été faites où en fait il y a un décalage, en fait, et en fait ton cerveau va recréer en fait son ondulation, naturellement. Donc ça, c'est aussi intéressant. Il faudrait que je retrouve un petit peu, que je te donne les références, mais j'en avais parlé avec un label de musique que j'ai interviewé, et du coup, on en avait parlé. Parce que lui, en fait, il est spécialisé dans le son, et du coup, c'était intéressant. On discutait avec lui, du coup, il m'avait initié à certaines choses, et c'était hyper intéressant. C'est le dernier épisode de la saison 2. Je regarde. Et donc, c'est un label de musique qui s'appelle DJ Monkey. Ok. Ah, et du coup, ils accompagnent des artistes, ils créent de la musique, eux-mêmes sont musiciens, et ils sont basés du côté de Albertville, je crois, enfin par là. Ok. Donc c'était hyper intéressant d'échanger avec lui, surtout qu'en plus c'est un gars qui a l'oreille absolue depuis longtemps. Tu vois, en fait, du coup, c'était hyper intéressant. Cadeau de la nature. Ouais, c'était une belle rencontre. Et voilà, ils sont deux, et c'était deux belles rencontres du coup. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Après, moi je crois souvent en mon intuition, mais en fait, le corps il est fait entre 70 et 80% d'eau. Donc forcément, les ondes vibratoires, la fréquence. Enfin, quand on voit une vague ou quand on voit un lac, voilà, on peut comprendre tu comprends facilement. Ouais, c'est ça. Et tout n'est qu'énergie de toute manière. Je veux dire, même si t'es pas forcément dans l'approche énergétique, on parlait de magnétisme en off juste avant, tout n'est qu'énergie. Et moi j'ai fait beaucoup de physique et de physique quantique, je sais pas si tu le sais, mais je suis ingénieur à la base, ingénieur en énergie. Et c'est un truc qui m'intéresse beaucoup, qui m'a toujours intéressé beaucoup. Mon grand-père était prof de physique, mon père est ingénieur aussi, j'ai baigné là-dedans depuis tout petit. Et j'ai toujours essayé de comprendre qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'espace, comment ça fonctionne. Et l'énergie qu'on a et qu'on diffuse à partir de nos sens et qu'on capte surtout, c'est que de l'énergie en fait.
Et je pense que les gens, ils se figurent pas à quel point c'est hyper important et ça fait tout. Et quand tu dis que le corps humain, c'est 70-80% d'eau, et que tu absorbes l'énergie et que tu la renvoies, et que quand on te balance une fréquence, parce que écouter de la musique, c'est s'écouter des fréquences en fait. Écouter quelqu'un parler, c'est se manger des fréquences, donc se manger de l'énergie. Et cette énergie, elle t'affecte tout ton corps, toutes les cellules. Et ça va vraiment te faire vibrer, ça va te faire ressentir des choses. Et quand j'ai compris ça, j'ai commencé à écouter des musiques en fréquences vraiment intéressantes, à des fréquences qui ont un effet sur le corps. Et ça a vraiment porté ses fruits, quoi. J'ai commencé seulement il y a 6 mois, et je vois les effets, et je trouve ça incroyable. Je trouve que c'est dommage que les gens, ils se figurent pas, par exemple, je prends un exemple tout à fait out of the box, mais un mec comme Kanye West, je sais pas si t'écoutes ses sons, il parlait de la fréquence 808, donc 808 en Hertz, qui est très dans les fréquences hautes, et qui permet d'avoir des sensations de joie, de bonheur, de love, d'amour. Et à l'inverse, t'as des gens qui sont dans les fréquences beaucoup plus basses, et les fréquences basses, c'est tout ce qui est la haine, la violence, etc. Et voilà, je voulais juste le dire, parce que je voulais le partager, c'est intéressant, c'est un truc que j'ai découvert il y a pas longtemps. Ouais, c'est super Et intéressant. ça a un impact en fait sur les gens. Mais on le sent, hein, regarde les différentes musiques que tu peux écouter. Si tu écoutes du rap, mais très hard, ou si tu écoutes du rap plutôt. Là, il y a Ouais. différentes choses. Après, moi, c'est vrai que j'aime bien tout ce qui est musique. Et, tu vois, par exemple, quelque chose, moi, qui me ressource, personnellement, c'est si j'ai besoin, si je vais pas bien, Mhm. et en fait, je sais exactement ce qu'il me faut. Il me faut un casque et du piano. Piano. Ouais. Du piano, voilà. Je sais que le piano, ça marche bien. Je sais que le saxophone, ça marche bien. Ouais. Euh, C'est pur. ouais, il y a des sons, en fait, qui m'apaisent et qui me font du bien. Tu vois, le saxo, ça peut me donner de l'énergie, par exemple. Ouais. Le piano, je sais que ça va me calmer. En tout cas, ça me met dans des états, des moments où j'ai Calme, besoin. Ouais, méditatif, c'est ça, exactement. tu te ressens sur toi. Ouais, Et toi, exactement. t'as l'air de bien connaître ton corps. Tu me disais que t'as des intuitions. Je pense que t'es quelqu'un Ouais, mais qui je tu sens te les. connais plutôt pas mal. Ouais, bah, on commence à mieux se connaître, hein. Je suis plutôt jeune, hein, maintenant, 46 ans. Ouais, mais t'as Donc, fait du boulot. Et là, à 46 ans, ils se connaissent pas tant que ça. Hein. euh, et ben, j'ai beaucoup travaillé, hein. J'ai beaucoup travaillé. À partir du moment où j'ai commencé le tennis, alors j'ai commencé tard, j'ai commencé à avoir 13 ans. D'accord. Et du coup, bah voilà, donc après j'ai vraiment aimé ce sport en fait parce que finalement je me suis rendu compte que enfin, il m'a tellement fait travailler sur moi. Ouais. J'ai pété des câbles sur les cours, des fois j'ai même été grossier quand j'étais jeune. Toi, j'ai passé par tous les états émotionnels. Mais je pense que si j'avais pas fait ce sport-là, peut-être que sur le plan émotionnel, je me connaîtrais moins bien. Parce que là, finalement, j'ai expérimenté la colère, la frustration. Mais après, voilà, là, je parle le côté, tu vois, émotionnel qui est dur, tu Ouais. vois. Je sais pas, t'as une balle de match, tu perds le match. C'est dur, ça. Tu vois, Ça m'est c'est. déjà arrivé une fois, c'est dur. Mais Quand tu sors du cours, mais t'as les après, boules. tu sors du cours, mais tu te refais 3 millions de fois le Ah. match. Émotionnellement, c'est toi. Mais après, Mais à l'inverse, il quand faut tu sauves une repartir. balle de match et que tu gagnes, qu'est-ce que c'est bon? Ouais, mais c'est ça, mais tu vois, ça, c'est sur le plan, je pense que sur le plan émotionnel, bah, du coup, plus tu vas faire de la compète au tennis et tu es obligé de t'entraîner. Ça la gagne T'es après. obligé de. En fait, au tennis, ce qui me plaît, c'est que tu es obligé, si tu veux. Déjà, il y a une. Comment dire, il y a une quête de progression. Tu vois, je parle pas trop de résultats, mais une quête de progression parce que finalement, si tu veux être meilleur, il faut que tu travailles ta technique, il faut que tu travailles ton physique, il faut que tu travailles ta dimension mentale, il faut que tu travailles ta capacité à gérer la stratégie aussi, tu vois, à être plus intelligent aussi du coup Hmm. que l'autre, ou par rapport à des schémas qu'ils te proposent. Et finalement, ça revient un peu, si on met le parallèle avec la vie, c'est être une meilleure version de toi chaque jour. Là, c'est dans le sport, donc, mais tu dois devenir une meilleure version de toi tennistiquement Clairement. à chaque jour, après chaque compétition, après chaque entraînement. Et dans la vie, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il y a plein de similitudes. C'est-à-dire que quand tu as fini ta journée, prends un temps pour la décortiquer, ta journée. Qu'est-ce que tu as fait de bien? Est-ce qu'il y a des choses où tu aurais pu être meilleur? Est-ce qu'il y a des choses où franchement tu as été plus bas que terre? Et tu vois, fais un point sur ta journée et à la fin de toi, tu fais ça. Et puis à la fin de ta semaine, fais un point sur ta semaine. Ouais. Tu vois, souvent, c'est intéressant j'aime bien utiliser cet exercice-là, mais pour les gens qui manquent d'estime ou de confiance, j'aime bien qu'ils prennent une boîte. Ouais. Et en fait, avec post-it, tu vois, une boîte, ou alors ils se la fabriquent, tu vois. Et tous les jours, en fait, l'idée, c'est qu'ils vont chercher quelque chose de positif qu'ils auront fait, en fait. Exercice de gratitude un peu Ouais, aussi. c'est ça, gratuit. Une chose, deux choses, trois choses, en fait, en fonction. Mais parfois, c'est compliqué pour les gens parce qu'ils n'arrivent pas à trouver. Ils voient Au que le début, négatif. ok. Ils voient Ouais. que le négatif.
Et au fur et à mesure, ce qui est intéressant, c'est ils vont remplir la boîte. Et je leur dis, à la fin de la semaine, tu ouvres la boîte et tu relis. Tu vois, tac, tac, tac. Et tu remets tout dedans. Et en fait, tu fais ça sur un mois. Et en fait, au bout d'un mois, ils me disent, oh, j'ai fait plein de choses, tu vois. Et je trouve que c'est Ça important. rend fier. Ça rend fier. Et puis, tu te rends compte que finalement, t'as nourri ta boîte à confiance. T'accomplis des choses. T'as accompli des choses. Et ça, c'est important parce que très souvent, on aurait quand même tendance à oublier ce qu'on fait. Super exercice. Et après, on est dans malheureusement, je trouve qu'on est dans une société où on pointe toujours du doigt ce qui ne va pas. Terriblement. Et pas forcément ce qui va. Donc, voilà, tu vois, il n'y a pas la technique du sandwich comme après un match. Ok, qu'est-ce que tu as fait de bien aujourd'hui? Qu'est-ce que tu aurais pu mieux faire? Et sur une dernière touche positive, bon, si tu devais rejouer ce match, qu'est-ce que tu ferais différemment pour l'améliorer, etc. Tu vois. Ouais. Et alors que là, finalement, c'est très. Tu fais un truc, tu prends un coup de poing, quoi. Et en plus, ouais, c'est paralysant. Parce que au final, vu que dans cette société-là, tout le monde te regarde avec des grands yeux à chaque fois que tu tentes un truc, et si tu rates, il y a l'échec, c'est compliqué. En France, on a du mal avec l'échec. Les gens, ils tentent plus, en fait. Ils osent plus, ils tentent pas des nouvelles choses, ils font pas de feedback, des rétro-loops. Ouais. Et c'est sclérosant, presque, C'est parce que cette je ambiance. pense qu'on a une mauvaise interprétation des mots échec. C'est-à-dire que déjà, on en parle trop. C'est-à-dire qu'on met trop en avant les échecs et pas assez les réussites. Tu vois, dans le podcast, par exemple, moi, ce qui me plaît, c'est d'aller mettre en avant les réussites et les gens qui sont capables de faire des choses exceptionnelles. À chaque fois, je reprends cet exemple-là, mais Jimmy Vienno, quand je suis dit, vous connaissez Jimmy Vienno? Mais en fait, Je connais pas. le gars, il est sextuple champion du monde de Muay Thai, Waouh. quintuple champion d'Europe. Ça pèse. C'est un athlète exceptionnel. Et pour autant, quand tu demandes qui c'est, Parce qu'en France, le Muay Thai, ouais, mais c'est pas grave. à part si t'es allé en Thaïlande. Ouais, mais c'est un athlète français, tu vois. Ouais. C'est un athlète français, c'est un athlète qui pourrait inspirer d'autres jeunes. Peut-être pas dans sa discipline, mais dans d'autres. Les sports de combat, voilà, il y en a plein. Il y a MMA, il y a plein de choses. C'est hyper inspirant. Et ce que je trouve dommage, c'est que les médias, les plus importants, ne mettent pas assez en avant les gens qui portent de la valeur et qui pourraient donner envie à d'autres d'oser parce que très souvent c'est important, tu vois, de dire mais il le fait, mais pourquoi moi j'y arriverai pas? Ouais. Pourquoi moi en fait c'est un peu ça, moi, tu vois, mon leitmotiv du podcast, c'est de mettre en avant des gens qui, malgré la difficulté, ont cru en leurs rêves et dans ce qu'ils ont envie de faire, pour montrer aux autres que c'est possible de le faire. Qui peuvent le faire aussi. Qui peuvent le faire aussi. C'est juste donnez-vous les moyens. Ouais. Entourez-vous d'une équipe qui va vous permettre d'aller là où vous voulez aller. C'est important d'être toujours bien entouré. Et parce qu'on n'arrive jamais tout seul, en fait. En tout cas, dans ces gros projets-là, je veux dire, tu as toujours besoin d'être accompagné par des gens positifs qui croient dans ton projet, qui vont être soutenants, qui seront là pour toi et qui vont pas te sabrer à la première. C'est vrai que, comme tu dis, il y a beaucoup d'étapes, mais il faut y croire. Soi-même, avant que tout le monde puisse y croire, il faut que toi t'y crois. Dur comme fer. Ouais, et c'est souvent ça, mais c'est ce qui ressort. Ça commence par inspirer, quoi. Ouais, et ça ressort de. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a l'inspiration qui donne l'idée, qui crée la vision. Qui après mène l'action. Voilà, et qui après, voilà, et t'as envie, tu vois, et t'as envie d'être. Je sais pas, je te donne un exemple, et c'est encore un exemple, ça part des sports de combat, mais qui n'a pas vu le film Rocky Balboa? Tu vois le film Rocky Balboa, en fait, quand t'es môme, tu te dis, mais j'ai envie d'être boxeur. T'as envie de courir à 4h du mat sous la neige avec des bandages. Et c'est un super film, tu vois, pour venir, tu vois, quelqu'un qui a un peu qui a envie de se remettre au sport, tu regardes le film, tu te mets la musique dans les oreilles, tu vas courir, c'est un effet, tu vois, sur ta motivation, parce que tu as envie de le reproduire, ce qu'il fait. Alors peut-être pas à son niveau, parce que c'est un film, mais quelque part ça crée l'action, ça va te donner envie. Et je pense que c'est important, tu vois, de se baser du coup sur ce genre d'athlètes ou des artistes pour donner la voix à d'autres. Et puis l'envie, tu vois, et ne serait-ce que l'idée. Parce qu'une fois que l'idée elle est germée, c'est une petite graine et puis elle pousse. Moi je pensais à Bruce Lee quand t'as dit Rocky Balboa, parce que là je l'ai vu passer dans une vidéo, c'était il y a longtemps, une vidéo des années 70, où il dit « Be like water, my friend ». Et c'est hyper spirituel parce que, en plus on en a parlé juste avant, il explique que pour lâcher un bon coup de poing très puissant, il faut être très relâché. Et je pense que les gens oublient souvent la dimension spirituelle dans le sport, c'est que pourquoi on contrôle nos émotions? C'est parce que mieux tu contrôles tes émotions, mieux tu contrôles ton corps, et mieux tu contrôles ton esprit, mieux tu contrôles ton corps aussi. Donc en fait, ce gars-là,
c'était un génie, c'était un master dans l'art d'arriver à contrôler son corps, en fait. Et en contrôlant son esprit, contrôler son corps. Et je pense que c'était la même catégorie que Rocky Balboa, mais même si c'est un film, alors plus c'était un vrai combattant. Et c'est hyper inspirant, C'est quoi. un Federer bis. C'est un Federer bis, ouais. Si tu regardes, en fait, Federer, Clairement. il envoie des lattes et totalement relâché, en fait. T'as l'impression que Tellement zèle. tu le vois jouer, tu as l'impression que c'est facile. Ouais. Tellement c'est fluide, tellement c'est... C'est-à-dire, quand tu vois un mec qui fait un truc très compliqué et que ça a l'air très simple, c'est que c'est un génie. Ouais, non, c'est sûr, Clairement. c'est sûr. Donc voilà, donc tu vois, je pense que c'est important aussi de mettre en lumière des gens qui peuvent inspirer d'autres gens, tu vois. On est quand même dans une société où l'information, elle est hyper anxiogène. Enfin, moi, je regarde même plus les infos. Mais non plus. Ça sert à rien. Ça sert à rien. J'ai insisté pour finalement avoir plus une... Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a que des catastrophes dans le monde entier. T'allumes la télé, c'est la guerre partout, on est en inflation, plus personne n'a d'argent. Voilà, c'est ça. C'est la C'est catastrophe. waouh. Donc voilà, donc du coup, je trouve que c'est important voilà, d'aller chercher des gens qui sont inspirés, qui sont inspirants, et s'ils peuvent donner comment dire, de la lumière à d'autres, et faire un effet de connecteur, finalement, parce que du coup, c'est ça, moi, je suis content, tu vois, souvent ce que je dis, c'est, je regarde pas la comptabilité ou les stats de mon podcast, je suis l'évolution, parce que je me dis, c'est chouette, Ça tu vois, tellement aussi que... Ouais. ça donne de la motivation quand tu vois que les gens écoutent et que ça, je trouve ça chouette. Mais je me dis, s'il y a une personne qui a écouté l'épisode et que ça lui sert, en fait, T'as rempli ta mission. j'ai rempli ma mission de partage, donc ça, c'est chouette. Ça me fait une belle transition pour te poser la seule question que je vais te poser dans mon podcast qui s'appelle Time for Human. C'est, quelle est pour toi, entre guillemets, ta mission de vie, ce que tu aimerais accomplir le jour où, si, je te le souhaite pas, mais tu décèdes et que tu nous quittes, qu'est-ce que tu auras envie de laisser de ton passage? Qu'est-ce que tu auras envie d'avoir accompli dans ta vie de plus important pour toi? C'est une question très ouverte pour, pour avoir réussi ta vie, entre guillemets, dans ton modèle de réussite à toi. Je pense que ma plus grande réussite, et aujourd'hui, en fait, je l'aperçois encore plus parce que finalement, j'ai du recul, c'est cette envie de partager, de connecter les gens entre eux et vraiment de transmettre aussi. Tu vois, cette transmission de ce que je sais, ou je sais pas tout sur tout, mais en tout cas, ce en quoi je crois, et mais j'ai envie de le partager, tu vois, que ce soit les valeurs, que ce soit... Et je trouve que ça, c'est important, tu vois, je veux dire, je parle... Donc, tu vois, sur les publications LinkedIn, on parle souvent de bienveillance. Et en fait, c'est un mot, moi, en fait, finalement, je sais... Très galvaudé. En fait, je connais la valeur de ce mot, mais je trouve qu'il a été un peu... voilà, il est trop utilisé. Du coup, moi, je préfère, tu vois, je l'utilise... Maintenant, je préfère utiliser le mot gentillesse, par exemple. Je trouve que, tu vois, c'est une valeur qui se perd. La gentillesse, pas gentillesse, être pas être un bonnet, tu vois. La vraie gentillesse, c'est-à-dire quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui va être là pour t'aider si tu en as besoin. Tu sais que tu peux compter sur lui, c'est quelqu'un de confiance. Avoir affaire à des gens qui disent ce qu'ils font et qui font ce qu'ils disent. Et tu vois, toi, ces valeurs-là, je trouve qu'elles se perdent beaucoup. Et déjà, ça, ne serait-ce que transmettre ces valeurs-là, c'est quelque chose qui est important pour moi. Et après, voilà, tu vois, finalement, le média, il est enregistré. Finalement, il laisse aussi une trace de notre parcours, des choses qu'on a envie de transmettre. Des gens inspirants qu'on a envie de faire connaître. Et ça, déjà, tu vois, ça c'est... Je trouve que déjà, là où j'en suis aujourd'hui, je trouve que... T'as mis en lumière beaucoup de gens. J'ai mis en lumière beaucoup de gens, j'essaie de transmettre... En fait, tu vois, j'ai beaucoup enseigné, j'essaie de transmettre, même à mes enfants, tu vois. Je veux dire, j'ai envie que mes enfants, ils aient un peu ces mêmes valeurs-là. Je veux dire, après, ils évolueront comme ils évolueront. Parce que... Mais voilà, j'essaie de servir de tuteur et de mettre les bonnes graines parce que c'est important. Parce qu'ils ont de la chance d'avoir un papa qui est comme toi. Merci Stéphane. Mais voilà, donc c'est important en tout cas de transmettre ces valeurs de gentil. Franchement, je dis vraiment ce mot-là, mais c'est le mot être gentil, tu vois. Ou être capable, tu vois. Malheureusement. Ça m'arrive souvent, tu vois, de tomber face à des gens agressifs. Ça arrive, les gens agressifs. Bien sûr. Mais du coup, parfois, ils s'en rendent même pas compte. Passif-agressif. Ouais, mais souvent, tu connais l'effet miroir, en fait. Ouais. Et très souvent, aujourd'hui, dans notre société, ce qui se passe, c'est que quelqu'un qui est agressif, on lui répond par de l'agressivité. Et forcément, qu'est-ce que ça crée? Ça crée un conflit, quoi.
Aujourd'hui, c'est intéressant, tu vois, d'utiliser, par exemple, la communication non violente. Alors, j'aime pas le terme communication non violente, je préfère la communication bienveillante. Mais Faudra voir. Ouais. se dire, bon, ok, cette personne-là, elle est agressive, bon, elle doit avoir certainement un besoin non assouvi, et ne serait-ce que lui dire, bah, de quoi vous avez besoin? Est-ce que je peux vous aider? Faut avoir la sagesse de redescendre quand Ouais. quelqu'un t'agresse à répondre avec de la bienveillance. Ce Ouais. qui est pas facile. Et très souvent, bah, tu te rends compte bah, que rien que ces mots-là, en fait, ça fait descendre la personne, et du coup, tu engages une communication qui est hyper intéressante. Et ça m'est arrivé il y a pas longtemps, en fait, dans les transports en commun parisiens, hein, qu'on connaît tous. Voilà, c'était blindé de monde et tout. Et enfin, une dame se lève, tu vois, elle était assise. Elle était assise, et puis du coup, il y avait beaucoup de monde et tout. Mais je dis, mais restez assise, c'est pas grave, si vous avez besoin de rester assise. Et parce que du coup, quand elle s'est levée, t'es énervé, elle avait pas envie de se, tu vois, elle avait pas envie de se lever. Ouais, tu je vois, comprends. et j'ai ressenti que c'était important pour elle de rester assise parce que il y avait certainement un besoin, peut-être fatiguée, peut-être qu'elle avait quelque chose. Elle dit, vous inquiétez pas, bah, restez assise, je vais me débrouiller. Et du coup, tu vois, le fait de prendre en considération ne serait-ce que Je vais laisser son respirer. besoin, elle a souri, tu vois. Alors qu'à la base, elle sourit pas du tout. Donc, je trouve que c'est important aussi de pas être en miroir de l'autre s'il est agressif, mais au contraire, de garder comment dire, son énergie pour, et si elle est positive, pour finalement la transmettre à l'autre. C'est hyper beau ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à un truc, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de le dire. Ce matin sur LinkedIn, j'ai été tagué dans un post de Victor, c'est un coach, qui a fait une vente grâce à un sourire. Et là, tu viens de dire que tu as fait sourire la dame. Des fois, un simple sourire, c'est tellement communicateur de bonnes énergies que ça peut inspirer de la confiance chez la personne qui te voit sourire et qui te dit, cette personne elle est peut-être digne de confiance, je vais aller m'intéresser à elle. Parce que elle propulse de la bonne énergie en fait. Alors qu'un mec qui fait la gueule, dans le métro tout le monde fait la gueule quasiment, t'as pas envie d'aller dire bonjour à quelqu'un, t'as pas envie d'aller lui demander de l'aide, t'as pas envie d'aller... Enfin tu vois, même les touristes qui sont là, ils visitent la plus belle ville du monde quoi. Merde, c'est Paris. Et ils viennent et putain, il y a que des gens qui tirent la gueule quoi. C'est vrai, hein, C'est terrible, c'est terrible. C'est un vrai constat. Ouais, Après, moi c'est qui fais réel. le Côte d'Azur, tu vois, quand je retourne dans le sud, et ça me fait vraiment cet effet de décalage, en fait. J'ai l'impression que je suis pas dans le même pays, en fait. Quand je passe de l'Île-de-France à la Côte d'Azur, tu vois, je vois les gens, ils vont se balader à la plage, ils sont détendus. Tu vois, je pense qu'il y a un peu plus il pleut aussi, hein, il fait froid aussi. Bon, La météo, ça joue quand même sur le moral. ouais, le soleil. Le soleil, je pense que le soleil, ça a vraiment un effet hyper important sur le côté énergétique aussi. Et je m'en suis rendu compte avec le temps. Tu vois, en fait, quand il sort un rayon de soleil. Faut le capter tout de suite. Ouais. Ouais, mais il faut un peu comme les lézards au soleil, il faut le prendre en fait. Ils ont raison, les reptiliens, ils ont raison. Ouais, Ils étaient là avant nous. Et c'est hyper important parce que tu te rends compte à quel point l'énergie lumineuse fait énormément de bien. Donc du coup, il faut pas hésiter aussi à... Enfin, il y a différents comment dire, objets technologiques maintenant qui peuvent reproduire un peu de la lumière artificielle. La luminothérapie, je crois, ça. Ouais, ouais. Et c'est intéressant, ça peut avoir des effets hyper positifs aussi sur le bien-être. J'ai jamais essayé ça, mais ça doit être très très bien. Et il y avait eu une expérience qui avait été faite, du coup, au Pôle France, du Krebs de Blois, il me semble, ouais, sur un jeune qui était très prometteur au tennis, mais qui venait, je sais plus si c'était, qui venait des Antilles en tout cas. Et il s'était rendu compte que finalement, de l'avoir un peu déraciné de chez lui, de l'ensoleillement, et d'arriver dans un environnement où il faisait plus gris, il y avait moins de soleil toute l'année, finalement, Il manquait de soleil. du coup, ça jouait sur sa motivation. Du coup, il était moins bon, il avait moins de motivation, il avait moins envie de s'entraîner, il était moins heureux, quoi. Et ils ont mis en place, en fait, du coup, des séances de luminothérapie. Et tout de suite, ça a eu un effet hyper positif sur sa motivation, parce qu'en fait, il manquait de temps de soleil, en fait, de luminosité. Après, il faut pas oublier, on est un peu comme les plantes. Hein. Bien sûr. Donc ça aussi, on est des organismes vivants. Ouais, c'est ça, mais souvent on l'oublie, en fait. On est quand même constitué d'eau. C'est comme l'expérience du riz. Je sais pas si tu connais l'expérience du riz. T'as trois paquets de riz, et il y en a un où tous les jours tu lui dis des bonnes choses, tu lui montres de la lumière, tu lui dis qu'il est bon, qu'il va grandir, etc. Il y en a un où tu l'insultes vraiment méchamment et tu le laisses un peu dans l'obscurité, et le troisième tu l'ignores. Et ben les 3 paquets de riz, au bout d'un mois, ils vont agir différemment. Incroyable. C'est fou. Ça fait penser à la scène du film
où ils sont du côté du Cap Ferré, comment ça s'appelle? En fait, c'est exactement ça. En fait, il y a une plante. En fait, il dit t'es de la merde, Ouais. tata. Et puis quand tu je t'aime, tata. Et du coup, c'est ouais, du coup c'est non mais c'est vrai. Moi, j'y crois en fait. Moi, j'y crois fort. C'est important quoi. Je pense qu'un jour, on le prouvera par la physique. Que, que ça a un impact. De toute façon, après l'eau, c'est une molécule. Ouais. Donc on est constitué de H2O. on est constitué de molécules d'eau. Et d'où la nécessité aussi de boire, parce que finalement on perd de l'eau, mais du coup il ne faut pas oublier de boire, parce que finalement si on est en déficit d'eau, T'as raison. l'énergie circule moins bien. T'as raison, j'oublie pas. Je vais me refaire un petit verre d'eau. Non, c'est hyper important, je pense. T'as raison. Et si tu regardes, c'est toi qui es très branché un peu sur tous les pays, en Chine, tout ça. En fait, ils boivent énormément de thé tout au long de la journée, quoi. Bien sûr. Moi, je bois que ça, hein, du thé. J'ai jamais bu de café de ma vie. Mais Je je bois que pense du que thé. voilà, c'est parce qu'il y a des effets bénéfiques aussi sur, Ouais. voilà, sur l'organisme de boire du thé. À très long terme, je pense que ça a un effet hyper bénéfique, je pense. Là, je me suis intéressé à une nana il y a pas longtemps qui elle est coach en hydratation. C'est-à-dire qu'elle, elle t'explique comment boire. Mais de l'eau chaude, de l'eau froide, à quel moment, comment t'intègres, comment, quand tu te déshydrates, comment se réhydrater. Et c'est super intéressant, en fait, j'ai appris plein de choses. Après, dans le sport, on dit, à partir du moment où tu as la sensation de soif, c'est Ouais. que tu es déjà C'est trop tard. C'est trop tard. Ouais. En fait, ton corps t'alerte que tu es en train de te déshydrater et finalement, tu es, en déficit, quoi. Donc, c'est souvent, on était, on va dire, on était en prévention, je veux dire, avant même de commencer, soit d'aller courir, soit d'aller faire ton match, bois toujours un, deux grands verres d'eau en amont et après tu bois tout au long de ton match tout au long de ta pratique sportive parce que finalement, on perd de l'eau. Ouais. Donc ça c'est non mais ça c'est important. Surtout quand tu pars sur un match de 4 heures. Moi, j'ai fait des gros matchs de 4 heures. Je me dis, bon, quand t'as fini 2 bouteilles d'eau et que les toilettes sont loin, à la fin, tu le sens dans les pattes. Non mais c'est sûr, c'est sûr. Ça évite plein de choses, les crampes, enfin, il y a des en tout cas c'est je crois qu'on est suffisamment outillé maintenant scientifiquement avec plein de connaissances pour arriver en tout cas à mettre plein de choses intéressantes Ok. pour la performance quoi. Non, mais les capteurs, on sait tout ça. Il y a tout. T'as même des capteurs, tout à l'heure on parlait des ondes cérébrales. Moi je fais beaucoup de méditation en ce moment parce que je veux atteindre la méditation de pleine conscience. C'est d'ailleurs pour ça que je vais aller en Inde la semaine prochaine. Je t'en ai parlé en off. Et en fait, je me rends compte que dans notre vie de tous les jours, on est tellement stressé, tellement stimulé, tellement surstimulé par beaucoup de choses. On n'arrive pas à faire le vide, faire le plat. Et notre corps, il est dans la méta en fait. Quand t'es surstimulé tout le temps, tu peux pas arriver à bien fonctionner par rapport à ce que tu manges, ce que tu bois, les informations qu'on te donne, ton téléphone qui n'arrête pas de sonner, les gens qui te parlent, même les gens au travail, tu vois. Et je me dis, c'est fou à quel point, avec toute la technologie qu'on a, maintenant tu peux mettre des électrodes sur ton cerveau et savoir en quel état tu te trouves. Et Ouais, tu peux tout pourtant, les gens, ils vivent de moins en moins bien, en fait. Et ça m'a fait poser la question la technologie, en fait, ça nous fait plus régresser que progresser, parce que les gens, ils l'utilisent pas pour mieux vivre, en fait, ils l'utilisent pour se défoncer encore plus la santé, j'ai l'impression. Genre le métavers, toutes ces conneries-là, où on te dit, tu vas être super connecté, tu vas connaître toutes tes pulsations avec l'Apple Watch, machin, mais au final, est-ce que tu te sens mieux dans ton corps? Je sais pas. Alors moi, tu vois, je suis pas trop fan, en fait, des Moi non plus. métavers, machin, enfin, d'avoir j'y vois pas d'intérêt parce que finalement, moi, je suis attaché à mon corps, quoi. Hmm. Tu vois, j'ai pas envie d'aller dans une pièce ou, voilà, tu vois, ou, je sais pas quoi, ça me fait penser un peu au film, tu vois, Matrix, quoi. On est dans la matrice. Et c'est ça, mais du coup, non, tu vois, je suis pas plus, ça m'intéresse pas plus que ça, quoi. Il y en a qui veulent faire du commerce dessus, il y en a qui... Moi, j'étais très excité par l'idée au début de l'année 2022, quand ça s'est emballé. Et après, quand j'ai vu comment tournaient les cryptos et que j'ai vendu toutes mes cryptos, je me suis dit, en fait, le corps humain, c'est très sympa. Les interactions humaines, les vraies, c'est très sympa. C'est mieux que le métavers. Et je pense que plus le métavers se développe, et malheureusement, plus notre vrai univers, la vraie réalité, s'appauvrit. Et ça, c'est dingue. Parce que, en vérité, moi, comme tu l'avais dit au tout début du podcast, j'adore inviter les gens et leur dire, viens. Parce qu'il y a un off, il y a un pendant, il y a un après, et puis après, on se revoit, et puis on tisse une vraie relation. Quand tu fais du visio, ou du distanciel, ou machin, t'as pas la même énergie. Et en fait, tu tisses beaucoup moins de liens profonds. Tu rencontres pas les gens de la même manière, en tout cas. Ouais. Donc, ouais, c'est hyper important. Hmm.
Après, la plupart des invités que j'ai, tu vois, même s'ils sont en distanciel, moi j'essaie de, quand je peux les aider, je les aide. Tu vois, je continue à garder ce lien parce que je trouve qu'ils m'ont fait cette confiance-là, ne serait-ce que de venir se livrer. Bien sûr. Je trouve que c'est important en tout cas de pouvoir continuer à alimenter ce lien, continuer à les mettre en valeur. Alors, tu vois, moi c'est la raison pour laquelle j'utilise les réseaux sociaux, c'est-à-dire que bah, c'est indispensable aussi pour les mettre en lumière, pour pouvoir en tout cas diffuser l'information qu'il y a un super podcast à écouter, etc. Donc j'essaie d'utiliser en tout cas la technologie de la manière la plus efficiente possible, et toujours dans le même but, c'est-à-dire communiquer sur des choses qui peuvent être importantes. Ou, tu vois, de temps en temps, je synthétise des phrases clés d'un livre parce que je trouve ça inspirant. Ben voilà, il y a une période tu vois, où j'ai fait la transition entre la saison 2 et la saison 3 parce que j'avais envie de faire quelque chose de bien, j'avais envie de changer, tu vois, j'avais envie de renouveau, de créativité, de repenser un peu pas le fond du contenu du podcast, mais un peu ce qu'il enrobe, tu vois, de genre l'identité sonore, l'identité visuelle, faire quelque chose de différent, tu vois. Et sur ce laps de temps-là, bah, du coup, je me suis dit, mais ça serait sympa, tu vois, de reprendre des livres qui ont été inspirants, d'en sortir un peu les philosophies ou les phrases clés qui sont. Quel genre de livre, par exemple, qui te viennent? Ouais, ben, je les ai pas tous en tête, mais j'en ai fait quelques-uns. En fait, si tu prends Les accords Toltec, des livres comme ça, des Ouais, livres un peu philosophiques profonds, tu veux dire? ouais, c'est ça, les accords Toltec. Je sais même plus qu'est-ce que j'ai pris comme livre, mais j'en ai fait plein, en fait. Du coup, j'en ai fait tellement plein que tu me fais bugger, là. Non, mais je te disais comme ça, hein, t'inquiète pas. Hein. Non, non, mais C'est pas une interro surprise. non, mais c'est bien pour ceux qui nous écoutent Ouais, ça peut toujours être intéressant d'avoir des nouveaux bouquins Ouais, à du lire. coup, ben, j'avais fait quoi? J'avais fait ben, le livre Comme par magie, Vivre sa créativité sans la craindre de Elisabeth Gilbert, par exemple, qui était pas mal. Kilomètre zéro de mode Akanwa. Je sais pas si je le prononce bien, mais je mets du bonheur, c'est intéressant. Il y a des aspects. Après, j'avais pris des grandes citations d'athlètes de haut niveau. Tu vois, j'avais pris les grandes citations du basketteur. Oh, Michael Jordan? non, LeBron James? Kobe Bryant. Kobe Bryant. Enfin voilà, après voilà, j'ai pris plein de, tu vois, la clé de votre énergie de Natacha Calestren qui est assez intéressant, L'âme du monde de Frédéric Lenoir, qui est bah, le Petit Prince, tu vois, qui est Classique. ouais des classiques, mais Pardon. mais souvent je trouve que dedans il y a des grandes inspirations, il y a des choses qui peuvent résonner, il y a des choses qui te faire réfléchir, et enfin voilà, tu vois, on a perdu un peu cette culture du livre aussi, je trouve. Ouais. Le fait de lire, tu vois, tu prends pas ton téléphone, tu prends un bon livre, tu te poses, et ça se perd un peu, tu vois. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de donner aussi envie aux gens On se donne plus le temps en fait. Notre société va tellement vite que les gens veulent pas se poser et lire un bouquin pendant 2 heures. Je pense, malheureusement. Ouais, c'est Quand t'as vrai. des boîtes qui C'est font vrai. des résumés de bouquins et qu'après qu'ils te les mettent en audio et que même l'audio tu l'accélères, je dis, c'est plus de la lecture en fait. Non, non, mais c'est pas. Après, tu le C'est... captes pas de la Il n'y a même plus le manière. plaisir d'ouvrir un bouquin, de se poser dans un canapé et de se dire je lis 50 pages et Et je suis puis, il zen. n'y a pas l'âme de celui qui l'a écrit avec toi. Ah, c'est beau ce que j'ai dit. Parce que quand tu lis un livre, finalement, c'est un peu la même dimension du partage. C'est-à-dire Ouais. que nous, c'est de l'audio, mais là, c'est un livre qui a été écrit par quelqu'un, qui l'a écrit, qui l'a pensé, quelque part, en fait, il est avec toi quand tu lis. Tu vois, Ouais, c'est il y a vrai. l'âme de la personne qui l'a écrite. C'est complètement vrai. Et je trouve que tu vois, de le garder en tête, c'est important, quoi. Tu lis pas qu'un livre, c'est un peu comme si la personne était accompagnée, quoi. Ouais, Et je trouve ouais. c'est intéressant parce que en fonction des gens qui ont écrit, ils ont pareil, de la résilience, de l'expérience. Bien sûr. Même si c'est parfois comment dire, des romans, mais avec comment dire, avec du développement personnel. Alors, j'aime pas trop le terme développement personnel, je suis pas fan du terme, mais avec des histoires de vie et puis des leçons de vie, toi, je regarde ça. C'est intéressant parce que finalement, tu peux imaginer, tu vois. En fait, je trouve que quand on lit, l'imagination est au pouvoir. Ouais. C'est-à-dire que tu peux vivre la situation par l'imagerie, en pensant que c'est fort, tu vois. Et du coup, je pense que ça peut façonner ton cerveau. Complètement. Ça me fait penser à un monsieur qui fait du très bon travail à ce niveau-là, qui s'appelle Jules, qui est un des cofondateurs du Crayon, que tu connais peut-être. Je connais pas. Il a un compte Instagram où tous les jours il résume des bouquins. Et c'est fabuleux parce que je crois qu'il est maintenant l'influenceur français numéro 1 dans le domaine.
parce que en fait, il remet la lecture à destination des jeunes accessible, dans le sens où ça leur donne envie de lire, en fait. Mais des classiques, comme tu as dit, genre Le Petit Prince, ou des trucs plus profonds. Mais il en parle sur les réseaux, en mode dynamique, mais très profond. Et c'est beau parce que c'est un peu le retour de la culture, en fait. Au début, il y a eu les réseaux sociaux qui sont arrivés, puis on s'est dit, ah, le livre est mort. Mais en fait, non. Les librairies, elles sont toujours en train de vendre de plus en plus de bouquins. Moi, j'ai jamais autant lu que l'année dernière. Tu vois, là, j'ai tous les bouquins que j'ai eu l'année dernière. J'ai eu du Nassim Nicolas Taleb, j'ai lu des trucs, des classiques super profonds. Là-bas, j'en ai encore. Du Bernard Werber. Le dernier que j'ai eu à Noël, c'est le dernier de Bernard Werber. J'ai lu toutes les trilogies de Bernard Werber, Les Thanatonautes, Les Fourmis, machin. Quand tu te poses là-dessus, mais c'est du délice, quoi. Ouais, de toute façon, il faut lire. Après, il faut lire ce qui nous parle aussi. Ouais, Donc, ce qui nous bien fait sûr. écho. Et voilà, après, il y a des daubes aussi. Faut bien choisir ses auteurs, après. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, moi, j'aime bien relire de temps en temps Erich Fromm, qui est un philosophe et qui, par exemple, il y a un livre que j'aime beaucoup, c'est Être ou avoir. Ou avoir ou être, ouais, je sais plus dans quel sens il l'a mis, Ouais, mais... être fort. Et il est hyper intéressant parce que du coup, il analyse vraiment notre société Là, on est dans et la voie. vraiment en balance les deux, où il a écrit aussi Savoir aimer. C'est beau. Et tu vois, il y a après, j'aime beaucoup les livres de Charles Pépin, un philosophe qui est encore avec d'actualité, hein, qui est un philosophe français un peu de notre temps et qui a traité l'échec, la vertu de l'échec. Je crois que ouais, c'est Les vertus de l'échec sont le titre de son livre, tu vois, ou La confiance en soi. Le dernier s'appelle La rencontre. Avec Et- qui? et- Avec l'autre? Avec l'autre. Avec son prochain? Et avec son prochain. Et comment, en fait, la rencontre, tu vois, la rencontre avec l'autre te permet de mieux te connaître toi-même. Parce que finalement, quand on rencontre quelqu'un, il y a des gens qui nous énervent, on ne sait pas pourquoi. Il y a des gens qui nous font réagir à certaines choses. Il y a des gens, en fait, on a l'impression qu'on les connaît comme si on les connaissait depuis toujours. Et du coup, je trouve que c'est hyper intéressant aussi, cette philosophie de la Fabuleux. rencontre. Ouais. Ce que tu dis, ça me fait penser à un truc, c'est que je l'ai conscientisé il y a pas longtemps, mais en fait, quand tu es énervé par le comportement de quelqu'un, c'est que ce comportement-là t'énerve chez toi, en fait. Et quand tu comprends qu'en fait, tout ce qui se passe à l'extérieur de toi, ça représente en vérité ce qui se passe à l'intérieur de toi, tu passes à un autre cap en termes de compréhension de toi-même, en fait. Et c'est vrai que la rencontre, c'est hyper enrichissant pour ça. Moi, j'adore les rencontres, je suis un fada de rencontres. Bah, alors, je pense que l'être humain, c'est un être de rencontre. Je veux dire, on n'est pas fait pour rester dans une grotte, quoi. Donc, Ouais, après, justement, on en est sorti des grottes. Donc, on a tous des curseurs différents, tu vois. Moi, rencontrer des gens, c'est aller à un event minimum par semaine d'entrepreneuriat avec des gens que je connais pas et aller parler avec des gens que je connais pas, quoi. Mais même, je vais au parc, des fois, quand je vais manger, je m'assois sur un banc et je parle, quoi. Et à l'inverse, t'as des gens plus introvertis, moi je suis très extraverti, qui vont plus être dans leur monde et petites interactions par petites interactions, évoluer avec le monde autour d'eux, quoi. Je pense qu'on consomme les rencontres. Après, consommer, c'est un peu péjoratif. oui, mais tu as raison. En fait, les gens consomment des rencontres actuellement. Ouais. Ils vivent pas une rencontre, ils la consomment. Hmm. Et on le voit bien avec comment dire, toutes les applications qui existent de rencontres, telles qu'elles soient, quoi. Ah, mais ça tue l'humain, ça. Et voilà, tu vois, Ça tue les rencontres. on est encore là-dedans. C'est-à-dire que on crée la rencontre, mais c'est une rencontre de consommation comme si t'allais au resto, quoi. C'est pas une rencontre comme si tu rencontres quelqu'un dans le métro que t'avais jamais vu et que finalement, bah, tu vois, tu oses aller aborder la personne. Et Un frisson. ouais, c'est ça, tu vois, c'est un peu différent, quoi. Donc, après, voilà, c'est une manière, je pense que c'est une manière de fonctionner, je pense, qui est. Donc, du coup, moi, ce qui me réjouit, tu vois, c'est qu'on a quand même quasiment 20 ans de différence. C'est vrai. Et C'est dingue. finalement, ce qui me fait plaisir, c'est que on n'est pas de la même génération. Mais le fait que tu apprécies un peu ce modèle que j'ai moi, ben ça me rassure, tu vois, pour les générations futures qui sont quand même beaucoup branchées Ouais. sur leur téléphone, Après, moi, je suis un peu vieux dans ma tête, hein. c'est pas Donc, grave. je suis pas très représentatif, je pense, de la majeure partie de ma génération. Mais ça me fait vachement plaisir ce que tu me dis. Non, mais c'est intéressant. Mais ça veut dire que, bah, voilà, je pense que si t'es là, il doit y en avoir d'autres. Bien sûr, il y en a plein. Il y en a plein d'autres. Donc c'est important aussi d'utiliser la technologie pour les bienfaits qu'elle peut nous apporter. Mhm.
mais de ne pas oublier de vivre et de vivre le présent, C'est en présent. de prendre soin de soi, voilà, et un corps, une enveloppe, je veux dire, prendre soin de soi, bien s'alimenter, faire attention, tu vois, je veux dire, et pas forcément rentrer dans ce que j'aime pas dans la société actuelle, c'est-à-dire être des petits soldats, tout le monde fait la même chose, tu vois, je veux dire, à un moment donné, on a un ADN unique. On est tous unis. Chacun est Ouais, unique. on est tous uniques, c'est souvent ce que je dis, on a un ADN unique. On est le seul à porter notre propre ADN, Et finalement. pourtant, tu vois des pâles copies conformes Et l'objectif, dans la rue. c'est d'être soi, quoi. Et pas d'essayer d'être quelqu'un d'autre. C'est quelque chose que je répète souvent, mais que j'écris souvent. De, de rester tyranné, fidèle à ses valeurs. euh, quelle que soit la trajectoire de vie que tu vas avoir, tu vois, de toujours respecter tes valeurs, ce que tu as envie de porter au monde, aux gens, et pas en dévier, parce que finalement, si tu fais ce chemin de vie-là et que tu es toujours dans ton projet de vie, finalement, tu réussis ta vie. Parce que réussir sa vie, c'est pas gagner des millions d'argent. Aujourd'hui, on met dans la tête aux jeunes, bah, il faut être influenceur pour gagner, tu vois, de l'argent, mais c'est pas ça la réussite. La réussite, c'est d'avoir sa vision, c'est de... T'arrives à l'accomplir, ouais. Ouais, c'est ça, c'est pas... Ouais, c'est ça, arriver à accomplir sa mission de vie. Ça prend un an, 2 ans, 3 Peu ans, importe le 10 temps. De ans. toute façon, le temps, c'est l'élément sur lequel tu n'as pas de prise. C'est-à-dire que dans tous les projets, je sais pas si ça va prendre 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Mais par contre, les gens qui réussissent, quel que soit le temps qu'ils vont y mettre, ils vont garder la même persévérance Et et intensité. la même envie pour y aller. Et c'est souvent ça qui fait la réussite. Ouais. Et donc ça, tu vois, c'est important, mais en tout cas, je trouve que c'est important de, voilà, tu vois, de replacer ce curseur. On est dans le être ou avoir, tu vois. C'est beau. Mais je crois que c'était Ulysse Lubin qui avait fait un jour un post sur LinkedIn et qui disait que on passait de la société d'avoir à l'être. Et je pense que notre génération, même la génération de mes petits frères, petites sœurs, j'en ai pas, hein, mais qui sont nés dans les années 2000 et plus, ils vont en avoir tellement marre d'être dans le matérialisme qu'ils vont revenir à l'essence, à l'être en fait. Parce que on est asphyxié par tout ça. Et du coup, on est trop dans l'avoir et on en oublie l'être. Et je pense que, je sais pas si c'est un peu l'idée du bouquin, Ouais, c'est ça. C'est mais les riches formes être ou avoir. Mais c'est un superbe terme dans la vie de roman, l'idée. Je trouve qu'il est chouette. Et l'autre qu'il a écrit aussi, Savoir aimer, c'est aussi hyper intéressant. ça c'est encore plus compliqué, je trouve. Ouais, mais ça t'amène vraiment, il t'amène vraiment comment dire, à repenser le mot aimer. Et Et c'est mais intéressant. il y a différents types d'amour, hein. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ben, en fait, il les traite quasiment tous, tu vois. Que ce soit l'amour de tes parents, que ce soit Tes l'amour amis, passionnel avec quelqu'un. Enfin, voilà, tout ça. l'amour inconditionnel. Ouais, je trouve que c'est hyper. Enfin, en tout cas, moi, je sais que bah, du coup, je le relirai parce que je sais il m'avait beaucoup intrigué et je m'en étais servi pour dire quelque chose dessus, mais je sais pas quoi. Tu écris toi beaucoup? Mais je m'en étais servi pour un petit mémoire que j'avais à faire D'accord. et qui était en lien avec, euh, en tout cas, la quête d'identité chez les ados. Et c'était intéressant parce que, bah, en fait, dans la quête d'identité, il y a souvent comment t'es aimé au départ. Ouais. En fait, ça facilite énormément ton chemin dans ta quête identitaire. Parce que du coup, au départ, bah, t'as quand même. Mon socle. Ouais, t'as un socle, mais t'as un modèle. T'as une Mm. mère, un père, donc finalement, ça crée ton modèle. Donc forcément, ça va influencer la suite. Donc c'était intéressant de repartir de là, savoir aimer dans ce sens-là. Et du coup, quand j'avais découvert ce livre, j'avais regardé un petit peu dans tu vois, tous les petits chapitres dont il parlait. Et puis du coup, j'avais identifié voilà, des moments, des passages en fait qui étaient importants que je pouvais intégrer par rapport à ce sujet-là. Et il m'avait du coup pas mal. Enfin, ça m'avait inspiré à ce moment-là, tu vois. Ouais. Je trouvais ça intéressant. Je pense que moi j'ai réalisé il y a pas si longtemps que ça. J'ai fini mes études il y a à peine 3 4 ans. J'ai été diplômé en 2019, on est en 2023. Que en fait, toute mon enfance, elle a été régie par, bien évidemment, mon éducation, mes parents, l'amour qu'ils m'ont donné, dans quelle direction ils m'ont mis, euh, à quel point ils m'ont poussé à faire des études. Et après, quand tu coupes le cordon, bah en fait, qu'est-ce que tu veux faire de ta vie?
Mais pendant presque 22-23 ans, t'as tellement été conditionné, positivement comme négativement, que tu peux pas faire fi de tout ça. T'es obligé d'accepter que tu es le résultant, la résultante de toutes les sommes d'expérience et de tout ce qu'on t'a mis dans la tête depuis que t'es né, quoi, en fait. Et je pense que on réalise pas l'impact que ça a, en fait, en tant qu'adulte. C'est assez intéressant, tu vois, en parler, mais il paraît que dans notre propre ADN, Ouais, donc du coup qu'on reçoit de nos parents, ouais. mais qui l'ont aussi reçu de leurs Bah, parents. c'est l'épigénétique. Ouais, bah du coup, Ça peut s'activer ou pas. ouais, c'est ça. Ouais, ouais. On a aussi des, comment dire, on porte en nous des traces, en tout cas, de choses qui sont parfois non résolues dans la famille. Et c'est souvent les autres qui vont résoudre. J'ai une amie qui s'appelle Christina Varroquier, qui, c'est son métier, elle traite le transgénérationnel via l'épigénétique et elle s'occupe d'aller chercher les traumas passés de d'autres membres de ta famille pour résoudre les tiens actuels. Ça s'appelle du transgénérationnel. Ah ouais. Et c'est fascinant. Ouais, c'est pareil, c'est un domaine, tu te dis, wow, c'est Faut être assez ouvert d'esprit pour le comprendre. Mais au début, j'étais un peu sceptique. Et après, quand j'ai vu ce qu'elle permettait de faire et qu'on l'a fait sur moi, je me dis, ok, il y a vraiment il y a vraiment un truc, quoi. Et ça fait partie du domaine un peu. C'est pas très scientifique dans le terme cartésien, mais je peux assurer à tous les gens qui nous écoutent que ça fonctionne. Mais ça paraît logique, parce que si tu regardes l'histoire de l'homme, finalement, au départ, tout l'ADN qu'il a construit et la manière dont on l'a fait évoluer, finalement, on a gardé des traces, en fait. Bien sûr. Donc, De tout. pour moi, ça me paraît logique. C'est un peu comme c'est notre ADN, C'est la mémoire. c'est notre mémoire, c'est la mémoire interne qui se transmet. C'est la mémoire de l'humanité. Et donc, du coup, il y a forcément des. Il y a tout. Tout est là. Ouais, c'est un peu comme un livre, quoi. Ouais, mais je pense qu'on a très peu de notre ADN qui est exploitable, entre guillemets. C'est-à-dire que inconsciemment, on a des choses dans l'ADN qui sont profondément là, mais qu'on n'exprime pas. Et moi, c'est un sujet qui m'intéresse beaucoup aussi, l'épigénétique, le transgénérationnel. Et en me renseignant dessus, j'ai découvert qu'en fait, on avait des choses qui étaient transmises par les générations passées et qui étaient là, mais qui s'exprimaient pas, et que tu peux réactiver en fait, en faisant de la reprogrammation, par exemple la PNL, ou même en allant plus profondément dans l'inconscient. Et je me dis, mais en fait, c'est fou parce que on pense qu'on peut apprendre des choses, et avec la plasticité cérébrale, tu peux tout apprendre, tout désapprendre, tout apprendre, mais on oublie qu'il y a des choses qu'on connaît déjà, qui sont dans notre ADN, qu'en fait, on pourrait juste réveiller, et que ça repart en fait. Moi, je trouve ça fascinant l'étude de ce domaine-là. Après, tu vois, si on repart dans le modèle du sport, très souvent, tu as des gens qui viennent avec un modèle, c'est-à-dire un apprentissage technique qu'ils ont eu, et c'est très compliqué de le défaire. Donc, Ouais. très souvent, ce qu'on fait, c'est que, en fait, tu réapprends un autre modèle, Ouais. et sachant que, bah, du coup, ça prend du temps au niveau de l'apprentissage, mais celui que tu as acquis et que tu as appris, en fait, tu ne le désapprends jamais. C'est Parce que- dur de désapprendre. Parce que ce qui se passe très souvent, c'est qu'en situation de stress, très souvent, bah, Tu en fait, reviens tu à- reviens sur Ouais. on va dire le modèle que tu vas le répéter le plus souvent et finalement que ton cerveau a acquis comme quelque chose de fiable et où voilà, qui est configuré pour le réaliser avec confiance. Ouais. Donc, du coup, c'est, tu vois, le fait de passer sur un autre modèle, il va falloir le répéter suffisamment de temps, le répéter, jusqu'à ce que ton cerveau il dise, non, mais là, c'est ce modèle-là qui est où j'ai confiance. Mm. Et tu vois, moi, je l'ai vécu ça dans mon apprentissage, par exemple, du revers, sur par les tennis, où j'avais un très bon revers lifté, mais comme j'avais totalement confiance dans mon revers slicé, bah, finalement, en match, donc situation d'enjeu, situation de stress, alors qu'à l'entraînement, bah, en fait, j'avais plutôt tendance à slicer plutôt que tu vois, de lâcher l'horreur, tu vois. Et après, avec le temps, bah, du coup, j'ai réussi à combiner les deux. Mm. Mais au départ, non. C'est hyper intéressant, Et donc, je pense que c'est malin pour tout. C'est-à-dire que, clairement. donc, en fait, on se conditionne, et à un moment donné, bah, ce conditionnement, il t'amène à reproduire ce que tu sais faire parce que, du coup, t'as dit à ton cerveau, bah, j'ai confiance dans ce modèle-là, en fait. Mm.
Donc après, du coup, ça veut dire qu'il faut le déconstruire. C'est pas si bien. Je pense que tu vas construire à côté, mais que du coup, l'idée, c'est que ton cerveau il dise non, mais je switch. C'est celui-là que. Mais je pense que... Quel conseil tu pourrais donner pour ceux qui veulent se déconstruire? Parce que moi, ça fait 3 ans que je déconstruis des choses de mon passé, de mon conditionnement, qui ne me servent plus ou me tirent vers le bas. Et à chaque fois où je me dis, à chaque fois que je passe une étape, je me dis, mais en fait, ça, je le faisais inconsciemment depuis des années, ça sert à rien, voire c'est néfaste. Et des fois, ça fait du mal de devoir l'enlever, de devoir le changer. Et comme tu dis, dans un moment de faiblesse de l'esprit, ça revient en fait. Et tu dis, ben, je l'ai pas passé, j'ai pas passé le cap, au final. Bah, en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, du coup, je pense qu'il y a plusieurs étapes. Et en fait, il y a la prise de conscience Mhm. que c'est pas utile pour toi et que c'est finalement nocif. Mhm. Alors qu'au départ, tu n'avais pas, tu n'avais pas cette prise de conscience. Quand tu as fait déjà ce travail-là, déjà, tu as gagné une première étape. Tu as fait la moitié du chemin, je pense. Et ensuite, il y a la deuxième étape. C'est-à-dire que quand ça revient, tu es en capacité d'identifier que ton schéma, il est revenu. Et là, en fait, tu vas avoir un autre schéma que tu vas mettre en place. C'est-à-dire que tu vas le switcher parce que tu te seras rendu compte Tu que utilises l'ancien. ça, c'est pas bénéfique pour toi. Et là, tu as gagné, en fait. Parce qu'au fur et à mesure, finalement, petit à petit, tu vas le remplacer. Parce que tu sais et tu as eu conscience que c'est pas bon pour toi. Et ça, on l'utilise beaucoup dans le sport de haut niveau pour la performance. Tu vois, par exemple, je dis une bêtise, mais en fait, tu supportes pas les supporters qui t'insultent, par exemple. Ouais. Je fais l'exemple, mais comme ça. Et du coup, voilà, c'est quelque chose qui te sort de ta concentration. Au départ, tu le sais pas. C'est-à-dire qu'au départ, tu t'énerves, tu vas te retourner, tu vas les insulter toi aussi. Donc, oh, ils ont gagné. Finalement, tu es sorti de ta concentration. Ta performance, forcément, elle va être différente. Quand je pense à ça, je pense à Cantona, quand il avait fait le retourné acrobatique à Manchester contre le supporter qui avait insulté sa mère, je crois. Et Waouh. il avait pris, pas de la prison, mais enfin, en tout cas, il avait eu ça avait fait le tour. Je En pense même que... temps, c'était une grande gueule, Cantona. Ouais, c'est vrai, mais du coup, il avait disjoncté, quoi. Ouais. Suite Ouais. à une insulte, tu vois. Ouais. Bah, regarde, ne serait-ce que le cas de Zidane, en pleine Coupe du Monde, Tu m'étonnes. voilà, donc du coup, Ming, le mec, il a provoqué, il a fait les sorties, et voilà, ça a été loin. Il nous a tué Zidane. Enfoiré. Et, On s'en remet pas. mais du coup, toi, ça veut dire que dans ce genre de situation, tu sais que tu as conscience que selon les mots qu'on va utiliser ou une insulte envers ta famille ou quoi que ce soit, ça te fait démarrer au quart de tour. Ouais. Bah, si tu as conscience que ça peut arriver dans ton activité, que ça peut nuire à ta performance, bah, peut-être que tu vas différer la réaction. C'est-à-dire que tu vas apprendre à te dire, je reste concentré parce que ça dépend pas de moi. Et comme ça dépend pas de moi, je reste concentré sur ce dont j'ai besoin pour être focus pour ma performance. Et ça va te permettre de ne pas y prêter attention. Tu sais que ça a été là, mais du coup, tu restes dans ta bulle. Et il y en a, bah, en fait, du coup, bah, ils sortent de la bulle et lui, c'est fini. Ils y reviendront jamais. Ouais. Donc, du coup, ça se prépare. C'est-à-dire qu'en amont d'une grande compète, c'est important d'identifier les éléments dont dont tu as totalement la maîtrise Mhm. et les éléments qui pourraient arriver et qui pourraient venir perturber ta concentration, ta motivation, fais tout ce que tu veux. Parce qu'une fois que tu les as identifiés, tu sais que si ça arrive, mais tu vois, là, tu as la Tu prise. resteras. Là, c'est comme je disais, en fait, tu as ta prise de conscience. Tu sais que ces éléments-là, ils sont pas bons pour ta performance. Donc, forcément, après, tu mets en place des stratégies pour venir les switcher et rester dans ton truc. Après, voilà, c'est histoire d'insulte, tu peux différer après le match Ouais, non, mais... pour régler tes comptes. Ouais, ça m'est arrivé plusieurs fois. Moi, je suis quelqu'un de très très zen. Donc, je me suis jamais retourné à aucune insulte de toute ma vie. Je me suis jamais bagarré dans toute ma vie. Et pourtant, on m'a insulté. Et que ce soit sur un terrain de tennis ou dans la vie, même dans le milieu professionnel, tu vois. Des fois, moi j'ai été salarié pendant quand même quelques années. J'ai toujours compris que, comme tu dis, ce qui est important de comprendre, c'est que ça vient de l'extérieur en fait. Ça vient pas de toi. Donc soit, c'était le dernier podcast que j'ai fait avec Manon Tournant, Ah pour oui, gestion Manon. émotionnelle, qui disait, on en a fait un extrait, qui disait en fait, une émotion, bah l'exemple qu'elle prenait c'était l'insulte. Quelqu'un qui t'insulte, il t'insulte, mais s'il faut, ça glisse sur toi en fait. Si tu t'acceptes l'insulte et que tu la ressens, tu la prends pour toi, tu réagis, bah t'as perdu en fait. Ouais. Et si tu décides de pas la prendre, bah elle glisse. Et c'est exactement ce que tu viens de dire. Et je trouve que c'est magnifique quand t'arrives à faire ça parce qu'il y a plus rien qui te touche après. Tu vois, j'ai une autre image qui me vient. Moi, j'aime beaucoup les images, parce que ça parle. C'est, imagine que l'insulte, c'est une pierre.
Ouais, quelqu'un te Et balance une pierre, et quoi. que la pierre, en fait, la personne te la lance et en fait, elle fait des ricochets. Et en fait, toi t'es, en fait, t'es le lac. En fait, du coup, bah, ça va faire des petits impacts sur toi. Mais voilà, ça va onduler et en fonction, bah, mais à un moment donné, ça va retomber. Donc, du coup, l'idée, c'est d'identifier que oui, c'est une insulte. C'est, comment dire, potentiellement ce que peut penser l'autre. Mais ça veut pas dire que ça te représente. Ah ouais. Ça lui appartient. Et ce qui est important, c'est de se dire que bah, une fois que la pierre elle est tombée, elle va au fond de l'eau Et le lac peut ouais, redevenir et là paisible. et toi tu redeviens paisible. Mais il y aura toujours quand même, un peu comme la pierre, ça te touche quand même. Tu vois, je veux dire, tu prends un arc avec des flèches, tu prends une flèche, elle te touche quand même, tu vois. Donc, c'est en ça que, tu vois, les accords Toltec, je trouve que c'est important, tu vois, les quatre accords, que Ouais. ta parole soit impeccable, le fait de bien se comporter avec les autres, d'utiliser les justes mots pour parler aux gens et pas les blesser, et ça, c'est important aussi, tu vois, Mm. en fait, dans cette philosophie de vie qu'on peut avoir, je veux dire, on n'est pas là pour blesser les gens, on n'est pas là pour, Non. on est là au contraire, on est là pour moi, on est là pour les aider, on est là pour les faire évoluer, on est là pour les accompagner s'il faut. Je pense que si on était dans cette dimension et si on faisait ça, ne serait-ce qu'à l'échelle, tu vois, c'est une personne qui fait ça, ne serait-ce que, tu sais, c'est un peu comme la société de consommation, c'est plutôt que d'aller acheter le truc qui vient de je sais pas où, mais en fait, tu fais ça dans ton écosystème Local, à ouais. toi, mais chacun fait ça dans son propre écosystème, bah, je pense que les gens iront mieux aussi. Tu vois, À fond. Tu prêches un convaincu. plutôt que finalement prendre les informations descendantes d'une télévision ou les informations, et plus large des fois, c'est des fake news, sont hyper anxiogènes. Euh, la plupart du temps, malgré tout, je trouve que les journalistes d'investigation qu'on en avait avant, bah, il y en a de moins en moins. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de l'information descendante et parfois elle n'a même pas été vérifiée. Du coup, tu vois, il y a des trucs qui peuvent se pas juste sur le net. Je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais en tout cas, en fonction de la perception que tu as, bah, toi, tu vas prendre, tu vois. Mais tout est question de perception, après, comme tu dis. Et pour revenir à ce que tu disais avant, c'est super intéressant, ça nous amène à la question de l'ego. On n'a pas traité, mais c'est vrai que autant dans la préparation mentale que dans la vie d'entrepreneur, que dans la vie de tous les jours, l'ego, il prend une place énorme en fait. Parce que tu réponds majoritairement par rapport à ton ego. Ouais, mais après, l'ego, je trouve que, pareil, on est dans une société où on est quand même beaucoup centré sur son nombril. Et je pense que l'ego, il a pris une place un peu démesurée. Hmm. Tu vois, je veux dire, je sais pas comment l'exprimer, en fait, c'est ce que je ressens en tout cas. C'est-à-dire que comme t'es pas totalement toujours en empathie avec les autres, et que t'es vraiment vraiment centré sur toi, tes pensées et ce qui te concerne toi, bah ton ego forcément il prend une place beaucoup plus importante, tu vois. Et je pense que c'est la société aussi qui fait ça. Ouais. Donc le fait de, donc ce qui est important, c'est d'écouter ce que nous dit notre petite voix, parce que c'est ce qu'on appelle l'intuition. C'est-à-dire, notre intuition, souvent, bah, on peut se rendre compte que très souvent, elle a raison. Donc, en tout cas, si on est encore là aujourd'hui et si on ne s'est pas fait bouffer par tous les dinosaures du coin et il y a des millions d'années, On a gagné la bataille. c'est que finalement, c'est parce qu'il y en a quelques-uns qui ont eu l'intuition qu'il valait mieux aller se planquer dans la grotte, sortir au bon moment. Donc c'est important aussi d'écouter son intuition. Enfin, moi, les seules fois où je les écoute pas, généralement, je me plante. Par contre, quand j'écoute mon intuition, c'est que finalement, notre esprit d'observation, parce qu'en fait, on prend plein d'informations. Mais en fait, avec la cartographie du monde qu'on a, en fait, on n'en traite que quelques-unes. Mais parfois, en fait, il y a des informations qu'on prend qui viennent activer certaines choses et qui mettent, je pense, en éveil notre intuition, que ça a un danger ou qu'il faut Ouais. faire gaffe et tout ça. Et souvent, on l'écoute pas. Parce que Mais c'est notre mental qui reprend le dessus. ouais, c'est ça. Mais par contre, on a été en capacité de prendre plein d'infos, mais du coup, donc c'est intéressant d'écouter son intuition. Je Moi, pense qu'il faut. je Et suis à fond d'accord avec toi. je pense qu'avec le temps, moi, je l'écoute de plus en plus. Tu vois, quand Tout pareil. c'est important. C'est Mais je important. pense qu'après, la place du mental aussi là-dedans, c'est que moi, je suis un overthinker. Je suis un mec, je n'arrête pas de penser. On continue. Et du coup, il y a des fois où mon intuition, elle vient, elle me dit, ah, va vers ça, ou fais attention à ça. Et je me dis, non, mais écoute pas. Ton mental, tout va bien. Alors qu'en fait, ton corps le sait, il t'envoie des infos. Et des fois, c'est un peu la bataille entre l'intuition et le mental qui te dit l'inverse, et qui prend le dessus. Mais c'est vrai, je suis d'accord avec toi, il faudrait écouter son intuition à 100%. Parce qu'elle a souvent raison, en fait.
tout simplement. Très souvent. Très souvent. Parce que t'as beaucoup plus d'infos, en fait. Mais que t'as pas conscience, au final. C'est ça, en fait, c'est un peu, voilà, c'est un peu comme si, pareil, tu regardes un iceberg, mais en fait, tu vois que la partie iceberg, tu vois pas ce qu'il y a dessous. Et alors que la partie dessous, et voilà, c'est énorme, c'est bien plus profond. Ouais, Et c'est un peu fou, ça, en hein. fait. Et donc, du coup, ton intuition, en fait, a décodé beaucoup plus d'informations que ce que tu crois, et finalement, toi, tu regardes le truc en relief, enfin, léger, quoi, et alors que t'as capté plein de choses et tu les as pas. Ouais. Donc, du coup, je pense que parfois on n'utilise pas aussi voilà, toutes nos capacités. Et Cognitive. ouais, c'est ça. On voit que ce qu'on veut voir. On est limite. Enfin, Cartographie du monde. tu penses qu'on est limité ou tu penses qu'on s'auto-limite? Donc, je pense qu'on s'auto-limite. Ok. En fait, je pense qu'en fonction de la cartographie, de ton éducation, de ce qu'on t'a, de ton ouverture, je pense que tu peux te limiter à voir que ce que tu as envie de voir. Hmm. Par contre, si tu ouvres grand et que tu es plus aware, comme dirait Aware. Jean-Claude Ouais. Van Damme. Je pense que tu verras plus de choses et du coup, ton Ouais. intuition, alors. Je suis tellement d'accord. Je pense que plus tu vas ouvrir ta zone de compréhension du monde, et plus tu vas être aware, comme il dit, et plus tu peux laisser rentrer de nouvelles choses et comprendre des nouvelles choses, expérimenter de nouvelles sensations, rencontrer de nouvelles personnes. Et moi, c'est mon focus depuis 2-3 ans. Je voyage souvent seul, et à chaque fois, j'ai des trucs de dingue qui m'arrivent, parce que je sors de ma zone de confort, en fait. Et tu sors de conditionnement quand tu fais ça. Parce que quand tu voyages avec tes potes, bah, c'est quand même le conditionnement de tes potes, du pays d'où tu viens, de la langue dont tu parles. Quand t'es à l'autre bout du monde tout seul avec des mecs qui parlent pas ta langue, t'es obligé de parler anglais. Au final, tu te dis, mais ils mangent pas pareil que moi, ils vont pas en soirée pareil que moi, ils rigolent pas pareil que moi, ils s'habillent pas pareil que moi. Enfin, Et parfois, ils parlent pas anglais. et parfois ils parlent pas anglais, et parfois ils parlent une langue que tu comprends même pas, et t'es là à parler avec les mains, et c'est dingue quoi. Non, C'est fabuleux pour évoluer, je trouve, dans le temps. Et pour autant, ils arrivent à te comprendre. On se comprend tous. Le langage non verbal, il est à 70% du message que t'envoies à la personne. Donc, C'est intéressant aussi. donc c'est encore plus simple. La garde en tête. Je sais pas si t'as déjà fait de la synergologie. Non. Moi, j'en ai fait l'année dernière en janvier. J'ai pris un stage de 2 semaines. Où, en gros, c'est l'étude du non-verbal, mais plus précisément sur les micro-expressions du visage. Et en fait, tu as énormément d'informations à voir sur le visage. Les paupières, la mâchoire, est-ce que la personne elle a les dents serrées, est-ce elle a des paupières hautes ou basses. Enfin, t'as plein d'informations. Et le gars, il nous prenait souvent des vidéos de politiciens. Et genre, sur un Sarko, c'est un festival, quoi. Par contre, sur un Macron, y a rien. Le gars, il est comme ça. Il y a que sa bouche qui bouge. Qui bouge. Mais sinon, quand tu vois les mouvements, tu peux décrypter de la frustration, de la haine, de la joie, du mépris, de la colère, des choses vraiment très subtiles. Et je pense que quand t'arrives à décrypter ça, c'est un peu comme dans la série Lie to Me, je sais pas si t'as déjà vu, mais ça part de là. Ouais. Ça te parle pas, la série Lie to Me? Non, je pas vu. C'est un gars en gros qui analyse les émotions et plus précisément les micro-expressions et qui regarde qui ment pas pour au final trouver des tueurs, des trucs comme ça. Ok. Et c'est une analyse profonde du corps humain, mais un peu comme un lapsus, tu vois, un truc qui ressort mais que tu contrôles pas. Et ben dans les micro-expressions, des fois t'as quelqu'un qui dit un discours où il dit un truc hyper bienveillant, en façade, alors qu'en fait t'as un petit mouvement, un micro-expression qui dit non, je pense pas ça en fait, je pense l'opposé. Typiquement, quand un politicien ment dans un discours, tu peux peut-être arriver à le décrypter s'il se ment à lui-même et que son non-verbal le fait mentir aux yeux de la caméra. Et c'est incroyable. Une expression dans le midi, alors je sais pas si c'est vraiment dans le midi, mais je suis entendu, on dit souvent chien qui aboie ne mord pas. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que souvent je me méfie plus des gens qui n'ont pas de. Ouais. Tu vois, qui sont très calmes, qui dégagent aucune expression, parce que tu sais pas du tout comment ça va réagir. Contrairement à des gens qui sont en grande bouche, qui vont s'exprimer et tout ça. Elle est assez vraie cette expression. Il faut se méfier de l'eau qui dort, souvent on dit. Ouais. Des fois, il y a des c'est pas parce qu'on est. Enfin, je sais pas, est-ce que j'ai ça en tête, mais un gars qui avait. Du coup, je sais pas dans quel art martial, en fait, il est champion du monde, mais il est tout petit, il paye pas de mine, il ressemble à rien. Tu vois, Et ça, il met des grands KO. et en fait, il s'était fait emmerder je sais pas dans un métro, je sais pas où, en fait, dans plusieurs gars. Et en fait, il les a tous mis KO, quoi. Bah, c'est fait. Mais, Les a défoncés. mais toi, il payait pas de mine, tu vois.
Ça veut rien dire. Et du coup, c'est pour ça que. Et c'est comme les petits chiens, tu vois. Les petits chiens qui. Tu sais, du coup, ils te mettent un coup de main au mollet. Se méfier de l'eau qui dort. Il faut se méfier de. T'as raison. Ouais, Très bon conseil ça. il faut être. Très Non, bon conseil. mais c'est vrai, non, Ouais, c'est ça. c'est du coup. Intéressant. Les gens qui arrivent à être. Mais d'ailleurs, on Observateur. le voit beaucoup dans le sport. Regarde, il y a des grands athlètes qui n'arrivent pas. En fait, tu vois pas leurs émotions quand tu. Ouais, Ouais, bah, les grands joueurs de poker, c'est pareil. Tu sais pas trop. Tu sais pas s'ils sont dans la joie ou l'inverse. Et donc, du coup, ça peut être déstabilisant par l'adversaire, tu vois. Très. Tu perds un coup, le gars il bronche pas. Enfin, tu vois, qu'il gagne le point ou qu'il le perd, en fait, il est toujours stoïque. Et c'est hyper perturbant, tu vois. Alors qu'il y a des joueurs, bah, ils perdent le point, c'est pas raquette, ils le gagnent, ils hurlent de joie, tu vois. Ça a toujours été pour ça, tu vois, le tennis, c'est vraiment pour ça, c'est un sport incroyable de maîtrise émotionnelle, de gestion des émotions aussi de l'autre pour percevoir un petit peu si ta stratégie, est-ce qu'elle fonctionne ou pas en fait. Je pense que si j'avais pas fait autant de tennis, je serais pas la même personne que je suis. Ça m'a forgé en termes de caractère et de mental. Bah, moi, je pense que aussi, hein. Très clairement. Très clairement, ça m'a ouvert sur plein de choses et notamment sur cette dimension de contrôle émotionnel, l'amour de progresser aussi. Ouais. Vraiment, c'est un sport. C'est la gagne aussi. Si t'aimes ce sport, tu peux pas. Tu es obligé d'être résilient, persévérant, parce que t'as envie de progresser. Parce que c'est dur aussi. Mais c'est Pour dur. gagner un match, faut gagner tous les. Enfin, faut y aller quoi. C'est dur parce que tu sais quand tu commences un match, tu sais quand il commence, tu sais pas quand ça finit. C'est dur parce que tu es obligé de t'adapter à l'autre. C'est dur parce que t'as jamais la même forme du jour. En fait, c'est un sport où tu es obligé de constamment te mettre en adaptation. Et si t'es pas capable de t'adapter, ben en fait tu meurs. Mais c'est un peu. Voilà, C'est comme dans la vie. Tu perds ton match. Je pense que c'est une belle transition pour donner le mot de la fin parce que je vois l'heure qui tourne. Mais c'était tellement intéressant, on abordait tellement de sujets divers et variés que c'était passionnant l'échange. Donc franchement, je te remercie sincèrement parce que j'en ai oublié le temps à un moment donné. Je me suis dit tiens, il faudrait qu'on regarde quand même quelle heure il est. Et là, le retour. Qu'est-ce que tu voudrais dire en mot de la fin sur ton passage sur mon podcast de Time for Human? Une bouteille à la mer, ce que tu veux. Ouais, ben j'ai vraiment envie de dire aux gens déjà de briser leur barrière mentale, c'est-à-dire de prendre conscience de leur peur. Parce qu'en général, ce qui fait peur, c'est là où on a envie d'aller. Ça, tu vois, c'est un premier indice. Si ça te fait peur, c'est que quelque part, ça résonne en toi. Et si ça résonne en toi, c'est que peut-être qu'il faut y aller, en fait, à cet endroit-là. Donc, le côté obscur de la force. Donc, et ensuite, ce qui est important, c'est d'avoir une vision, en fait. Une fois que tu as ta vision, bah, tu traces ton chemin. Ça va peut-être prendre du temps. Mais si tu es persévérant, si tu t'entoures bien, si tu es bien managé avec des gens qui, au fur et à mesure du chemin, tout le monde a fait des rencontres qui t'ont permis d'avancer, de faire des bons. Moi, ça m'arrivait souvent, tu vois, de rencontrer des gens qui m'ont permis hop, tu fais un grand bond, et puis d'autres, tu fais un petit bond, mais vers l'objectif toujours. Et ça, c'est important. Donc, du coup, n'hésitez pas à aller rencontrer des gens ou de vous intéresser à des gens qui ont réussi ce que vous voulez faire. C'est important pour aller échanger avec eux, discuter avec eux, vous inspirer s'il faut. Et je pense que ça, c'est important. Donc, j'ai envie de dire, allez vers les autres. Ayez votre idée en tête. Ne vous laissez pas décourager par les autres parce que si votre projet, c'est pas le leur. Entourez-vous que des gens qui croient dans votre projet et qui ont envie de vous aider à l'atteindre. Sans jugement, hein, c'est important. Les gens qui jugent généralement, c'est les gens qui font rien. C'est pas faux. Parce que les gens qui font et qui sont dans l'action, ils n'ont pas le temps de juger les autres. Parce qu'ils sont dans leur dimension. Puis ils savent à quel point c'est dur aussi. Donc ils se permettraient pas d'aller tacler. Voilà. Soyez pas bienveillants, soyez gentils avec les autres. Et encouragez-les. C'est important d'encourager les autres. Même si c'est pas notre projet, mais de soutenir les projets des autres, c'est important. Tu vois, je veux dire, c'est se soutenir les uns les autres. Tu vois, moi, je sais que j'aime bien
tu vois, tu es un jeune créateur de podcast, tu t'es lancé, bah, moi j'aime bien aller mettre un like et mettre un commentaire, Super sympa. soutenir sur les différents réseaux sociaux parce que je trouve que bah, voilà, c'est motivant et je sais que ça a un impact hyper positif Ça a un impact de dingue. sur la motivation, parce qu'on se sent soutenu et parce que on dit on n'est pas sur la même thématique, mais du coup, enfin, voilà, c'est un peu une communauté de gens qui s'entraident et ça c'est Mais important. c'est grâce aux gens comme toi qui ont plus d'expérience et plus de bouteilles et qui mettent des likes et donnent de l'attention aux jeunes pousses comme moi dans l'univers du podcast qu'au final, bah, comme tu dis, on a de la motivation à y aller, quoi. Et ça fait plaisir. Et après, tu T'as vois, un moi, super état d'esprit. je suis un jeune podcasteur aussi, tu vois, le podcast, il a que, moi, il a que 2 ans, tu vois, c'est pas non plus énorme. Le mien, il a 2 mois. Ouais, mais bon, Même pas. mais c'est pas grave, tu vois, mais voilà, même moi, j'en ai d'autres qui m'inspirent, tu vois, qui ont commencé avant et qui sont soutenants, mais je trouve que c'est bien d'être dans cette chaîne un peu positive de gens qui s'encouragent, qui se motivent les uns les autres, qui sont soutenants les uns les autres. Enfin, je pense que si le monde était un peu plus bâti dans ce sens-là, bah, je pense Il irait mieux. Ouais, il irait mieux parce que je pense que chacun on est dans une quête d'identité, dans une quête d'un projet qu'on a envie de mener, mais qu'on peut pas le mener tout seul. C'est sûr. Et je pense que c'est important du coup de faire des belles rencontres, de les entretenir et puis voilà, de se soutenir mutuellement les uns les autres. C'était un très joli mot de la fin. Voilà. Je pense Ce sera mon que mot de la fin. tu m'as régalé du début à la fin, franchement, Sébastien. Donc merci Ouais, d'être venu ici. Bah écoute, moi c'était un plaisir. Quand on devait se rencontrer, c'était C'était écrit. Je Ouais, pensais pas que t'allais me parler autant de tennis. Et moi, bah, le tennis, c'est une grosse partie de ma vie. Donc j'ai vraiment kiffé l'échange. J'espère que vous aurez adoré l'échange aussi. On a parlé de pas mal de sujets pêle-mêle. Et puis voilà, je vais clôturer là-dessus. Ok. Euh, Bah, merci beaucoup en tout cas. N'hésitez pas à aller suivre Sébastien avec son podcast. Je te laisse. Oui, le podcast, bah, voilà, vous pouvez le retrouver sur toutes les plateformes. Ça s'appelle Parlons de votre mental. Voilà. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou aussi à une plateforme qui mérite aussi d'être comment dire, soutenue. C'est la plateforme de Max Altenhoven. C'est la plateforme de Kino Minute. Voilà, il mérite aussi d'avoir de la force. Il y a quand même beaucoup de gens qui. Mais c'est une plateforme française et du coup, il y a plein de podcasts qui sont hébergés dessus. Et Ok. ça vaut le coup d'aller dessus. Voilà. Super. Il y a les autres, mais en tout cas, celle-là mérite le coup d'aller être soutenu parce que voilà, c'est un chouette gars que j'ai interviewé qui est passé là. Mais voilà, je suis sur la plateforme depuis presque 2 ans maintenant. Il doit avoir 3 ans et il fait des belles choses. Et je trouve que voilà, c'est important de soutenir en tout cas les entrepreneurs français qui Complètement. créent À des fond. trucs. Voilà, on sait bien que voilà, il y a des grosses industries comme Apple Podcast, Spotify, ouais, c'est du lourd. Mais c'est bien d'aller soutenir les autres aussi. Je suis d'accord. Voilà. Bah écoute, un plaisir. À plus tard. Et ben ouais, Bye bye. à tout de suite. Ciao.